Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour évoquer aujourd'hui la situation de la Syrie, un pays qui vient de sortir il y a quelques mois de 5 décennies d'horreur que lui avait infligé la dynastie Al-Assad. 5 décennies marquées aussi par une répression sans bornes et par un terrible conflit qui aura ravagé le pays depuis 2011, depuis la révolte qui avait tenté de chasser Bachar du pouvoir dans le sillage des révolutions, on s'en souvient, des révolutions arabes. Les Syriens auront tout enduré ou presque, et des millions d'entre eux auront été contraints à la fuite, majoritairement en Turquie et dans un Liban lui aussi en déliquescence. D'autres auront tenté leur chance plus à l'ouest au prix de traversées souvent extrêmement périlleuses, dont nous avons bien évidemment les images en tête. Et rajoutant du chaos au chaos, Daesh aura même réussi en 2014 à prendre possession d'une partie du pays, également d'une partie de l'Irak, qui semant pendant des années une horreur qui ne prendra fin que des années après. Toutes ces années, Bachar el-Assad n'aura dû sa survie politique, en tout cas vous confirmerez, qu'à l'aide de la Russie de Vladimir Poutine, responsable des bombardements. Là, on s'en souvient également lors du triste siège d'Alep en 2016. Et les dernières années, il ne régnait plus que sur une portion d'une Syrie ruinée dont le régime se finançait par des trafics en tout genre, notamment celui dont on reparlera du Captagon. Les journalistes s'étaient progressivement désintéressés de la situation, à tel point qu'en décembre 2024, quand le régime de Bachar el-Assad est finalement tombé après quelques jours à peine d'offensive du groupe HTC mené par leur chef Ahmed al-Shara, il n'y avait personne ou presque à Damas pour couvrir cet événement. Débarrassée d'un régime ONI dont il faudra un jour juger des crimes, la Syrie oscille désormais entre espoir et inquiétude, avec face à elle des défis, on le sait, immenses. C'est tous ces sujets que nous allons évoquer avec Benjamin Pelletier. Merci d'être à Nantes avec nous. Vous êtes venu ce matin exprès de Bruxelles. Vous êtes un excellent spécialiste de la Syrie. J'ai eu l'occasion de vous interviewer à plusieurs reprises et coordinateur pour ce pays à Amnesty International Belgique depuis des années. Alors je le disais, le 8 décembre 2024, l'histoire de la Syrie s'est accélérée avec le renversement d'Al-Assad après 50 ans de dynastie au pouvoir, faut le répéter. Peut-être une première question, c'est quand même c'est la même question que j'ai posée la dernière interview à Bruxelles, mais je la repose parce que c'est quand même important de le souligner. En 2024, on a l'impression en géopolitique d'avoir eu que des mauvaises nouvelles, ou presque. C'est quand même une bonne nouvelle ce qui s'est passé, même si évidemment on relativisera. On va parler évidemment de ce qui s'est passé, ces massacres auxquels on a assisté les derniers jours. Mais vu comme vous le voyez, vous qui militez, qui travaillait sur la Syrie depuis des années, c'est quand même une nouvelle incroyable à laquelle qu'on n'attendait plus. Bonjour à tous et à toutes. Oui, une bonne nouvelle. Ça fait 15 ans que je donne des conférences sur la Syrie et à chaque fois, souvent à la fin, j'ai quelqu'un qui vient me trouver en soufflant un peu en disant « pas joyeux quand même ce que vous racontez là, c'est quoi l'espoir qu'il y a pour ce pays, etc. » Et à chaque fois, j'étais un petit peu là en mode c'est compliqué de voir beaucoup de sources d'espoir dans la situation actuelle en Syrie. Et là, un peu, ça a pris tout le monde de court et par surprise, ces chutes du régime Assad. Mais ce qui est certain, c'est que parfois c'était difficile à percevoir pour les opinions publiques en Occident parce que on avait des informations qui arrivaient prise de pouvoir par des islamistes à Damas. C'est difficile de voir ça comme quelque chose de très réjouissant. Mais pour la plupart des Syriens, ce qui s'est passé, c'est d'abord et avant tout quoi? C'est la chute d'un régime, un régime qui appliquait une violence vis-à-vis de sa population qui est quand même à un degré qui a été rarement vu sur les dernières décennies de par le monde. Donc vraiment, pour les Syriens, dans leur écrasante majorité, ça a été vécu vraiment comme ça, comme une libération et donc comme une note d'espoir. Alors évidemment, on le sait bien quand on connaît un petit peu l'histoire en général, quand un régime s'effondre, la période qui s'ouvre après, c'est toujours des périodes compliquées, avec beaucoup de points d'interrogation, où on ne sait pas très bien dans quel sens l'histoire va tourner. On pourrait parler de ce qui s'est passé quand le bloc soviétique s'est effondré, on pourrait parler de beaucoup d'autres régimes de par le monde, donc on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais à très court terme, ce qui est sûr, c'est que soudainement, c'était des dizaines de milliers déjà de Syriens qui étaient libérés des geôles du régime. Et rien que ça, c'est quand on sait ce qui se passait comme
niveau de violence et de torture et d'assassinat dans ces prisons, c'est évidemment une source de réjouissance et d'espoir pour le pays, dans effectivement une année 2024 qui a plutôt, et ça continue assez bien en 2025 malheureusement, plutôt marquée au niveau international par une évolution négative quasi partout. Eh bien, c'était l'exception peut-être. Alors on va y reparler notamment de la répression. On parlera évidemment de cette prison de Sednaya qui a été ouverte avec ces prisonniers qui étaient retenus là-bas depuis parfois des dizaines d'années. Mais avant cela, une question sur les réfugiés, parce qu'il y a énormément de Syriens qui avaient été contraints de quitter le pays, soit pour les pays frontaliers. Ils vivaient dans des situations particulièrement difficiles, notamment dans le Liban, qui connaît lui aussi des difficultés, ou plus à l'ouest. Est-ce qu'il y a de ces millions de Syriens, il y en a quand même une partie qui a commencé à revenir déjà? Alors évidemment la situation des Syriens dans les différents pays où ils sont réfugiés est parfois très contrastée. Donc on va peut-être distinguer les Syriens dans les pays limitrophes de ceux dans les pays européens par exemple. Mais donc dans les pays limitrophes, donc en Turquie, au Liban et en Jordanie, certains bien évidemment sont là parfois depuis 10-15 ans et donc ont réussi à recréer une nouvelle vie, à s'y installer, à développer une activité économique éventuellement, etc. Et cela, on peut imaginer que peut-être qu'ils ne vont pas directement revenir, voire ne pas revenir du tout. Après, par contre, c'est quand même des pays où ils ont été quand même victimes d'une très grande violence et d'un rejet de la population, parce que ils étaient très nombreux. En Turquie, on parle de 2 à 3 millions de Syriens, donc c'est vraiment énorme le nombre. Pour vous donner une idée, dans toute l'Union européenne, on n'a accueilli que la moitié de ce que la Turquie n'a accueilli à elle toute seule. Donc bien sûr, là, il y a eu un impact fort sur la population turque qui, les premières années, était très accueillante vis-à-vis des populations syriennes et qui, au cours du temps, a commencé à développer une rhétorique de plus en plus raciste et violente à l'égard des minorités syriennes présentes sur le territoire, à tel point qu'on a beaucoup parlé, en se réjouissant parfois en Europe, des défaites que le parti d'Erdogan en Turquie a subi au municipal. Ils ont perdu plusieurs grandes villes, dont Istanbul d'ailleurs. Mais en fait, il faut bien voir que les victoires de l'opposition en Turquie étaient principalement alimentées par des discours extrêmement violents vis-à-vis des Syriens, donc pas du tout par des discours progressistes qui distingueraient positivement de l'AKP, mais plutôt justement par une rhétorique en fait limite fascisante vis-à-vis des Syriens. Et il y a eu comme ça, notamment après les dernières élections à Istanbul, des espèces de ratonnades où il y a des populations qui arrivaient dans les quartiers où s'étaient installées ces communautés syriennes et qui cassaient les commerces, faisaient exploser les vitrines, battaient des Syriens, etc. Donc beaucoup de violence à l'égard des populations syriennes. Donc là, je vous ai pris l'exemple turc, mais l'exemple libanais est encore plus violent, où là, il y a eu cette mémoire un peu traumatique au Liban des camps de Palestiniens qui ont été accueillis en 48 puis en 67 et qui étaient censés être provisoires, mais qui 50 ans plus tard sont toujours là parce que les Palestiniens n'ont jamais pu rentrer chez eux. Et donc quand les Syriens ont commencé à arriver, les Libanais ont dit à l'ONU qu'eux refusaient l'installation de tout camp de réfugiés supervisé par l'ONU en Syrie. Alors évidemment, ça n'a pas empêché des dizaines de milliers de Syriens d'arriver parce que voilà, ils fouillaient la violence et donc ils passaient la frontière illégalement, etc. Mais donc ça veut dire que tous les camps de tentes, etc. qui ont pu s'installer, c'était toujours des trucs en dehors de toute légalité et sans supervision de l'ONU, sans supervision sanitaire, voilà. Donc dans des conditions sanitaires extrêmement compliquées pour les Syriens qui y étaient et avec des violences de la part des Libanais qui n'ont été qu'en grandissantes. Et en Jordanie, encore une situation un peu différente, mais là aussi où le gouvernement jordanien est au fil des années devenu de plus en plus violent vis-à-vis des populations syriennes. Eux, là, ils étaient très souvent interdits de quitter les camps, donc c'est la situation inverse du Liban. Il y avait bien des camps, mais les Syriens ne pouvaient pas les quitter. Ils étaient maintenus dans des zones désertiques où il n'y avait pas grand-chose à faire, donc vraiment très difficile. Et ils ont même mis en place des retours forcés au pays, donc ils reconduisaient des Syriens vers la Syrie, alors qu'on savait que quand ils étaient reconduits, ils étaient pour la plupart arrêtés dès le passage de la frontière. Donc des situations très difficiles de vie dans ces trois pays et donc une population syrienne qui a déjà commencé à revenir, même si ce n'est pas aussi massif que ce qu'on aurait pu forcément imaginer, parce qu'il n'y a rien à faire. Pour revenir, il faut déjà avoir un endroit où revenir. Et les populations syriennes qui ont quitté la Syrie sont souvent les populations issues des quartiers qui ont subi les plus grosses destructions. Et quand on y revient, ce sont des images qui, pour prendre un écho dans l'actualité plus récente, qui ressemblent un petit peu aux images qu'on a maintenant de Gaza. C'est-à-dire c'est des quartiers qui ont été entièrement rasés.
C'est pas une politique d'ailleurs qui était nouvelle de la part du régime syrien. Dès 2012, donc après seulement un an de guerre en Syrie, il y avait déjà un rapport de Human Rights Watch qui est sorti, qui était intitulé Rasé jusqu'au sol, et qui décrivait les politiques de répression collective du régime vis-à-vis des quartiers qu'il jugeait effectivement trop insoumis vis-à-vis de son pouvoir, et qu'il faisait complètement raser. Et donc en fait, là, moi j'ai un ami syrien de Bruxelles qui m'expliquait qu'un membre de sa famille est revenu dans leur quartier de Jobar, qui est dans la périphérie de Damas, et que non seulement leur appartement n'est plus là, même le bâtiment qui contenait leur appartement n'est plus là non plus, et même leur rue n'est plus là. Enfin, il n'y a plus rien, littéralement. Et donc là, quand c'est ça votre perspective de retour, ben, effectivement, c'est pas si sûr que vous avez l'appel du pays qui est tellement fort. Donc voilà, pour les 3 pays limitrophes, il y a un retour, il a déjà commencé, mais en même temps, il n'est pas non plus massif et structurel, parce que les Syriens veulent avoir quelque chose auquel revenir. Et donc je pense que certains vont revenir, mais d'abord, ils aimeraient bien peut-être trouver un logement en Syrie, il y a quelque chose d'un peu sûr, quoi. Et puis il y a la situation des Syriens en Europe. Alors là, pour eux, c'est un peu particulier. Pour ceux qui sont là maintenant depuis parfois 10 ans, une partie non négligeable d'entre eux ont pu obtenir la nationalité des pays dans lesquels ils sont. Donc là, moi, pour parler de la situation de la Belgique où je vis, il y a quand même beaucoup de Syriens qui ont pu acquérir la nationalité belge. Je vois dans les Syriens de mon entourage, ils l'ont quasiment tous maintenant. Et là, ça leur permet de pouvoir retourner en Syrie sans problème et revenir en Belgique. Et donc là, pour le moment, aucun dans une démarche de retourner en Syrie s'installer, mais tous dans une démarche de reprendre contact avec la Syrie. Donc ils ont quasiment tous les Syriens qu'on connaît y ont déjà été ou veulent y aller dans les semaines ou les mois qui y arrivent. Ils veulent revoir leur famille, ils veulent revoir leurs amis. Et je crois qu'en fait, il n'y aura pas de retour d'un coup, forcément. Quand on a vécu 10-15 ans quelque part, on s'y est marié, on y a fait des enfants qui sont scolarisés ici, forcément, on ne retourne pas sur un coup de tête. Donc c'est quelque chose qui se prépare. Et donc là, il y a aussi un besoin que les pays européens, vis-à-vis des Syriens qui n'ont pas eu la nationalité, soient le plus souple possible. Parce que normalement, si vous avez un statut de réfugié, vous n'êtes pas censé retourner dans le pays dans lequel vous prétendez ne plus pouvoir aller, parce que pour lequel vous demandez l'asile dans le pays. Et donc là, il y a de la souplesse à avoir de la part des pays européens pour autoriser les personnes qui ont un statut de réfugié à pouvoir retourner et aller et venir. Parce que le risque, en fait, c'est que si on ne les autorise pas à aller et venir, eh bien, en fait, ils vont juste jamais retourner en Syrie. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de diaspora de par le passé. Et ce serait dommage. Ce serait dommage pour la Syrie d'abord, parce que je pense que ces personnes qui ont vécu en Europe, ils peuvent être une source de compétences, de formation, de gens qui ont des diplômes, etc., pour reconstruire le pays, mais aussi une source de capitaux, parce que c'est des gens qui ont pu peut-être développer une petite épargne ici, et là-bas vous retournez avec une épargne européenne en Syrie. Là maintenant, vous êtes richissime comparé au reste de la population qui était extrêmement appauvrie par 15 années de guerre et de blocus. Alors je voudrais vous proposer de faire aussi un état des lieux avant de parler d'aujourd'hui et puis des perspectives de la situation dans laquelle Bachar el-Assad a laissé la Syrie. Vous nous avez parlé évidemment des ruines qui constituent certaines villes, certaines périphéries des villes dans leur entièreté. Il y a aussi, je voulais vous poser une question sur l'état de la Syrie en termes de nation, parce qu'on sait que Bachar el-Assad était loin de contrôler l'intégralité de la Syrie. Il y a des régions qui sont aujourd'hui quasi indépendantes de facto. Oui, donc il y a plusieurs questions dans une. Je vais commencer peut-être d'abord par l'état de l'état syrien et de l'économie syrienne, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait durant ces 15 dernières années. Un élément qu'on savait, que pas mal d'experts de la région déjà, présentait comme étant assez clair, mais qui nous a peut-être pas, on n'a peut-être pas pris la mesure totale de ça, c'est à quel point en fait l'État syrien s'est délité au cours des années. C'est-à-dire qu'après 3-4 années de combat, en fait, il y avait beaucoup du territoire qui lui échappait entièrement. Donc là, il s'est retrouvé en 2015, donc au moment où, en septembre 2015, quand la Russie annonce qu'elle va intervenir militairement, on est un petit peu à l'apogée de ce qui est la difficulté pour le régime. Et à ce moment-là, il ne contrôle plus peut-être qu'un quart, un tiers du pays. Mais surtout,
sa structure étatique s'est effondrée. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de la moitié des Syriens étaient déplacés. Donc ça veut dire la majorité de la population est juste partie de chez elle. Et donc en fait, l'État syrien a perdu ses fonctionnaires, a perdu ses enseignants, son administration civile. Et donc la collecte d'impôts ne fonctionnait plus. Et donc en fait, l'État, pour essayer de subsister, a dû changer la manière dont il se finançait finalement. L'impôt n'existait plus dans sa structure initiale parce que les rouages en étaient cassés. Et donc comment est-ce que le régime Assad a progressivement shifté d'une économie, enfin d'un budget issu en fait d'une imposition sur les revenus, sur les échanges, à une espèce d'économie de prédation où en fait il tirait ses revenus du racket de la population, pour le dire très clairement. Et donc c'était quoi ce racket de la population? Ça se faisait via différents biais. D'abord, la Syrie était un pays qui était quadrillé littéralement de checkpoints militaires, au départ avec des visées plutôt sécuritaires. Le but c'était d'essayer de repérer les combattants de l'opposition à une période où c'était encore très mouvant. Et puis avec le temps, en fait, c'était des lieux où c'était des checkpoints qui servaient principalement à quoi? Aux unités militaires et aux services de police pour simplement se payer un salaire qui n'était plus payé par l'État. Et donc on rackettait la population. Et de ça, on est passé de plus en plus à une situation où en fait en Syrie, vous ne faisiez rien sans payer en permanence pour tout. Et donc vous étiez commerçant, chaque semaine vous pouviez avoir des autorités qui venaient près de chez vous, qui disaient voilà, si vous ne payez pas, on va venir casser votre vitrine. Donc c'est vraiment des pratiques mafieuses. Ça s'est développé très fort aussi autour de la question des prisonniers. Donc si à un moment donné, vous aviez besoin d'argent et vous étiez dans l'appareil de l'État syrien, vous y arrêtez quelqu'un et puis vous négociez avec sa famille de l'argent pour avoir des nouvelles, de l'argent pour lui faire parvenir des vêtements ou de la nourriture, ou éventuellement encore des plus grosses sommes pour le faire libérer. Et donc en fait, très vite, l'appareil sécuritaire syrien, il est devenu aussi non plus tellement un appareil pour vraiment essayer de trouver les opposants, mais c'est aussi un appareil pour se financer. Et puis alors tout ça ne suffisait même plus parce qu'ils ont été confrontés à un exode de leur population qui était toujours moins nombreuse. Et donc là, ils ont développé carrément un narco-État où ils ont créé des fabriques de Captagon, qui est une drogue qui n'est pas beaucoup utilisée chez nous en Europe, mais qui a beaucoup de succès dans les pays du Golfe, donc en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, etc. Et où la majorité de la production de cette substance était faite en Syrie. Et donc l'État syrien se finançait via ces deux sources principales, le racket de sa population et le Captagon. Évidemment, le racket de la population, ça marche jusqu'à ce qu'on ait complètement appauvri tout le monde et ils en sont arrivés à cette situation-là où en fait il n'y avait plus d'argent en Syrie et où la population a été laissée dans un état de pauvreté vraiment maximal. Et c'est un des éléments qui a fait qu'effectivement, à un moment donné, l'État ne tenait plus, quoi. Il donnait encore une impression d'être présent et d'être là, mais en fait derrière, il n'y avait plus rien. Et c'est ce à quoi on était confronté en décembre lors de la chute très rapide et un peu imprévue du régime. Alors, par rapport à qui contrôle quoi, là maintenant, vous voyez une carte de la Syrie, là. En fait, grosso modo, le nouvel État syrien basé à Damas contrôle tout ce qu'on appelait historiquement la Syrie utile. Et en fait, quelque part, c'est ce couloir nord-sud qui va de la Turquie à la Jordanie, plutôt sur la partie ouest du pays, qui est majoritairement en vert clair, là, vous voyez. Et puis alors, vous avez l'est de l'Euphrate. L'Euphrate, en fait, on la voit, c'est cette ligne verte à travers le désert syrien dans l'est. En fait, tout l'est de la Syrie, c'est le désert, à cette exception près de la vallée de l'Euphrate et de la frontière turque au nord. Et donc cette zone-là de la vallée de l'Euphrate et de la frontière turque au nord est toujours tenue par les forces démocratiques syriennes, qui sont un groupe issu de la minorité kurde de Syrie. C'est pas forcément un groupe qui à la base représentait tous les Kurdes de Syrie, c'est l'équivalent en fait syrien du PKK en Turquie. Donc c'est un groupe d'obédience plutôt d'extrême gauche kurde en Syrie. Au début en 2011 en fait il y avait une diversité d'acteurs kurdes, mais peu à peu en fait ce sont eux qui sont imposés comme l'acteur dominant dans cette région et qui ont en fait connu une expansion très forte à la faveur de la lutte contre l'État islamique. Parce que les Occidentaux, quand ils ont décidé d'intervenir avec la coalition, dont vous vous souvenez probablement, ils ont eu besoin d'une force au sol. Et ils ne pouvaient pas juste agir via leurs avions, quoi. Et ils se sont largement appuyés sur ces forces démocratiques syriennes qui, là-dessus, ont pu en fait jouir d'une autonomie très forte, quelque part sous parapluie américain,
et sur une zone qui était beaucoup plus grande que la zone en fait de peuplement kurde initial. Hein. Donc vous le voyez, les peuplements kurdes en Syrie, c'est les zones en jaune, et en fait la zone que eux contrôlent actuellement est beaucoup plus grande que ça. Et donc évidemment, il y a cette envie, non seulement déjà avant de la part de Bachar el-Assad et maintenant du nouveau pouvoir à Damas, de récupérer ces zones à l'est, dont pas mal de grandes villes sont en fait des villes arabes, hein, mais des villes arabes sous contrôle kurde. Et donc là, il y a justement eu cette annonce, là on fait un lien avec l'actualité très récente, mais donc c'était lundi où le leader des forces démocratiques syriennes et le nouveau leader à Damas, Ahmed al-Shara, ont fait une déclaration conjointe pour annoncer leur volonté d'aller vers une unification du territoire syrien. Alors à ce stade, c'est encore qu'une déclaration d'intention, on va voir à quel point est-ce que ça va se concrétiser, mais en tout cas, on sent quand même qu'il y a un momentum là qui, après 15 ans de fractionnement du territoire, une envie de retrouver une Syrie unifiée de la part de tout le monde. Évidemment, c'est une envie qui ne se fera pas à n'importe quelle condition de la part des acteurs, et donc le futur jugera si on y arrivera ou pas. Alors, on le sait, hein, Daesh a occupé une partie de la Syrie pendant un petit moment, pendant plusieurs années. Est-ce qu'il y a encore des traces de leur présence ? Alors, il y a encore des cellules de Daesh qui sont actives dans la Badia syrienne. La Badia, justement, c'est cette zone entre l'Euphrate et la Syrie utile, qu'on appelle comme ça, mais parfois c'est critiqué d'ailleurs, à l'ouest, donc autour au nord de Palmyre, en fait, à l'est d'Homs. C'est le désert, c'est une zone qui est vide, et vu qu'elle est vide, ça a toujours été une zone qui était propice à de la contrebande, à éventuellement ce que des gens s'y cachent, etc. Donc il y a toujours des cellules qui sont actives. Maintenant, c'est très 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 limité quand même, ça n'a rien à voir avec l'État islamique tel qu'on l'a connu en 2014, 2015, 2016, qui contrôlait un immense territoire. Là, c'est quelques petites cellules qui vivent dans la clandestinité, mais voilà, qui ont encore une capacité de nuisance via des attaques qu'ils peuvent faire, des attentats, voilà. Et c'est une crainte que, certes, là, ils sont anecdotiques en termes de taille, mais que si à un moment donné, il y a le terreau politique, éventuellement, ils pourraient susciter de l'adhésion, et donc quelque chose de ce style-là redémarre. Quelque part, ce qui est quand même une bonne raison de penser que ça ne va pas trop redémarrer à court terme, c'est que Ahmed al-Shara, donc le nouveau leader à Damas, c'est quelqu'un qui est issu à la base il y a très longtemps, hein, mais donc de l'État islamique. Il a même été, je crois, dans les prisons américaines en Irak à une époque. Il était membre de l'État islamique en Irak, et l'État islamique l'a envoyé en Syrie, parce qu'il était syrien, pour justement essayer de lancer un petit peu une succursale en Syrie. Et il se fait qu'une fois qu'il a été lancé en Syrie, il s'est un petit peu émancipé. Et quand l'État islamique a voulu le faire revenir dans son giron, il a dit non, et il a pris son indépendance totale à ce moment-là. Et donc depuis, c'est un peu des frères ennemis, qui fait que lui, l'État islamique voulait sa tête, et lui là-dessus est un acharné contre toutes les cellules de l'État islamique. On pense que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de cette action américaine dans la région d'Idlib il y a quelques années, où ils ont été tués, le leader de l'État islamique qui était caché là-bas, en fait, a été permise parce que justement HTS, donc le groupe dont est issu Ahmed al-Shara, a donné l'information aux Américains qu'il était là-bas. Donc clairement, c'est quelqu'un qui à la fois qui était sur la liste des terroristes américains, mais qui en fait coopérait avec eux contre l'État islamique parce que c'est ses ennemis jurés. Et donc quelque part, c'est une garantie de sécurité contre la résurgence de l'État islamique. Par contre, l'autre crainte qu'on a vis-à-vis de cette résurgence possible d'État islamique en Syrie, ce sont les prisons, en fait, qui contiennent encore la majorité de ces djihadistes qui n'ont pas été tués dans les combats. Ils sont dans des prisons, ils sont plusieurs milliers dans ces prisons, qui sont actuellement tenues par justement ces forces démocratiques syriennes, donc les forces kurdes en Syrie, et qui ont très peu de moyens pour s'occuper d'eux, et qui là-dessus maintiennent ces prisons dans des états de délabrement et de surpopulation qui est très problématique, parce qu'en fait, ça en fait des terreaux extrêmement fertiles à la radicalisation. Vous savez, il y avait des camps pour femmes et enfants et des camps pour hommes dans les prisonniers de Daesh. Et les camps pour femmes et enfants, ce sont des camps où, évidemment, là aussi, en fait, des enfants ont grandi dans une espèce de mini-État islamique en prison, et qui, quand ils atteignent 12 ans, 13 ans pour les garçons, ils deviennent un peu trop grands, sont considérés comme étant plus des enfants, et donc on les déplace et on va les mettre dans les prisons pour combattants djihadistes, et donc on les met avec des vrais djihadistes qui sont en prison depuis 15 ans, et donc en fait on continue à fabriquer de nouveaux djihadistes dans ces prisons quelque part, dans un cycle de reproduction qui est assez inquiétant. Et donc là, nos pays européens ont évidemment une responsabilité écrasante là-dedans, parce que depuis le début, les forces démocratiques syriennes appellent tous les pays
du monde qui ont des combattants dans ces camps, et tous les pays européens en ont, la France en a bien évidemment, à les rapatrier, ce que quasiment aucun pays européen n'a fait. On a commencé à le faire timidement et encore pas entièrement avec les femmes et les enfants, mais pas du tout avec les djihadistes hommes combattants. Parce que je crois que nos gouvernements se lavent un peu les mains en disant qu'ils sont à plusieurs milliers de kilomètres de nous là maintenant et que ça nous paraît plus safe de les avoir là-bas qu'ici. Mais en fait, toutes les études de sécurité montrent que c'est exactement l'inverse. Qu'en fait, à un moment donné, tôt ou tard, ils vont être libérés là-bas et ils seront dans la nature et on ne sait pas très bien ce qu'ils feront à ce moment-là. Et ce sont des gens qui ont grandi parfois ici en France, donc ils pourraient très bien y revenir, avoir des griefs vis-à-vis des sociétés qui les ont lâchés. Et donc, en fait, on prépare un petit peu l'insécurité de demain avec ça. Alors qu'au contraire, on voit que ceux qui ont fait la démarche de rentrer eux-mêmes et qui là-dessus ont pu être jugés en France, condamnés en France, etc., souvent donnent des meilleurs gages de ne plus poser en fait un souci sécuritaire pour le futur. Donc oui, ça, c'est une question. Justement, dans la déclaration conjointe qui a été faite lundi entre le nouveau pouvoir à Damas et les Kurdes syriens, il était question de ces prisons. Et donc notamment que la gestion sécuritaire de ces prisons devait passer sous contrôle de Damas, notamment, ce qui pose des questions sur comment est-ce qu'eux s'y prendraient pour gérer ces prisons-là. En sachant d'ailleurs que moi je reprends ma casquette Amnesty, mais il y a 1 an et demi, on a sorti justement un rapport pour dénoncer les conditions dans ces prisons. Alors c'est des rapports qui sont très difficiles à défendre parce que dans l'opinion publique, évidemment, le fait que les conditions dans ces prisons sont catastrophiques, ça ne dérange pas grand monde parce que ce sont des anciens djihadistes. Mais nous, ce qu'on pointait, c'est que c'est notamment des enfants, évidemment, qui sont victimes. Donc il y a les cas de torture quasi systématiques et qui concernent aussi des enfants qui ont en fait grandi dans ces prisons et qui ont parfois 13-14 ans et sont mis avec les hommes, etc. C'est vraiment une situation en fait qui est une bombe à retardement pour la Syrie et aussi, je crois, pour la sécurité en Europe. Alors on va continuer de parler de la transition. Avant, une petite question rapide. La guerre qui a duré depuis 2011, je pense qu'on peut rappeler le nombre de victimes qu'on sait de façon évidemment approximative. Hein. Oui, en fait, on ne sait pas rappeler le nombre de victimes parce qu'on n'a pas de chiffres. Hein. Pour la petite histoire, l'ONU essayait de compter vaille que vaille jusqu'en 2014. Et encore, son chiffre a été à l'époque estimé par tous les experts comme n'étant pas vraiment déjà très fiable parce qu'en fait, très vite, on n'a plus eu accès au terrain en Syrie, donc c'était très difficile de recouper les données en fait. Mais donc, il s'est arrêté le compte, je crois, à ce moment-là, on était à 240 000 après 2 années et demie de guerre. Donc maintenant, à combien on est, franchement, je serais bien en peine de le dire. Je crois que je vois des estimations tourner qui disent entre 500 000 et 1 million. C'est de cet ordre-là, probablement. C'est des chiffres qui sont quand même extrêmement importants. Sur une population qui était de 24 ans. De 21 millions en 2011. Si vous regardez, c'est pour essayer de faire prendre conscience parfois aux gens de quand même le degré de violence qui a eu lieu en Syrie. Je leur montre par rapport à d'autres pays qui ont connu des conflits similaires et violents dans les années récentes dans la région. Donc je compare la Syrie avec l'Irak et la Libye. Et quand on regarde les courbes démographiques, c'est ça comme une mesure quand en fait on voit la population de Syrie qui s'effondre littéralement, alors qu'en fait en Irak ou en Libye vous avez la progression de la population qui continue, c'est-à-dire que oui vous avez un ralentissement de l'augmentation, oui vous avez des décès, mais il n'y a pas une inversion de la courbe. En Syrie il y a une inversion de la courbe qui est évidemment due à la quantité de morts et en corollaire de la quantité de morts, aussi la quantité de gens qui ont fui le pays. Je disais plus de la moitié de la population syrienne a fui sa maison. Dans ces 12 millions de déplacés, il y en a une majorité qui sont des déplacés internes et puis une minorité de déplacés externes. Donc 5 à 6 millions vers l'étranger, non 6 à 7 millions vers l'étranger, et puis alors 7-8 millions en interne. Donc voilà, un degré de violence qui est quand même très impressionnant. Ouais. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la chute de Bachar. Évidemment, vous nous avez dit, décrit le caractère vermoulu, évidemment, du régime, mais il y a eu des facteurs externes, j'imagine, l'affaiblissement du Hezbollah, la Russie qui est occupée ailleurs. Il y a peut-être eu aussi un signal d'Erdogan à la Turquie. Je crois pas tant que c'est Erdogan qui a donné l'impulsion. Je crois qu'il était maintenu au courant parce que voilà, il y avait des obligations un petit peu à le faire. Mais surtout,
le groupe HTC en français, donc du leader Ahmed al-Shara, ils avaient subi une très grosse défaite à l'hiver 2019-2020. C'était juste avant le début de la pandémie, donc on a très vite oublié ça. Mais en fait, ils détenaient donc une zone au nord, la zone d'Idlib qu'on appelle ça, qui a été reprise pour moitié par le régime syrien lors de cette offensive. C'était une zone où étaient déjà réfugiés plusieurs millions de Syriens déplacés internes et qui donc ont vu la densité démographique doubler d'un coup parce qu'ils se sont vus repoussés sur une zone encore plus petite. C'était vraiment une espèce de Gaza à ciel ouvert, oui, un peu un Gaza, une prison à ciel ouvert où en fait une très grande population est parquée sans avoir les moyens de quitter la zone. Et suite à cette défaite quand même très forte qu'ils ont eue, ils se sont dit en fait on se trompe probablement depuis le début, il faut qu'on change de stratégie. Et donc, son changement de stratégie s'est joué sur deux niveaux, en fait. D'abord, au niveau politique, il s'est dit, en fait, si je suis radical dans mes positions politiques, je ne suscite pas suffisamment l'adhésion de la population, et or, j'en ai besoin. Et donc, il a vraiment eu cette prise de conscience, Ahmed al-Shara, et donc il s'est assoupli. Et donc là où il était très dur vis-à-vis notamment des minorités, des minorités chrétiennes, mais aussi des minorités druzes, etc., il a décidé de changer son fusil d'épaule et de s'ouvrir auprès de ces minorités. Et donc, il a convoqué les autorités chrétiennes et druzes de la région. Il leur a dit, en fait, voilà, avant, vous avez été maltraités. Maintenant, c'est terminé. Vous aurez la liberté de culte. On vous avait demandé de retirer les signes extérieurs, donc les croix sur les églises, etc. Vous pouvez tout remettre, il n'y a pas de souci. On avait demandé des impôts pour les personnes qui n'étaient pas musulmanes spécifiques. On les retire. Dorénavant, avec moi, vous êtes protégés, ça va bien se passer. Alors qu'avant, son groupe appliquait vraiment une politique différente. Donc au début, forcément, ils n'ont pas pris pour argent comptant ce qui leur était annoncé, mais force est de constater qu'effectivement, à partir de 2020, il y a un changement au sein d'Idlib et qu'une certaine liberté pour les minorités religieuses se retrouve à ce moment-là. C'est une des démarches qu'il fait. L'autre démarche, enfin, il va en faire beaucoup d'autres, mais l'autre démarche qu'il fait aussi, c'est qu'il se dit, bon, ça c'est pour la minorité, mais il y a aussi la majorité. Et là, eux, pour leur convaincre de ma légitimité en tant qu'acteur politique, il faut que je leur montre que une région qui est gérée par moi, c'est une région qui est bien gérée. Et donc vous avez là une situation qui va vraiment s'inverser où pendant 10 ans en Syrie, les zones tenues par le régime gardaient une certaine normalité et les zones tenues par l'opposition étaient des zones ravagées où il n'y avait pas d'électricité, où tout était détruit, où le niveau de vie était catastrophique, où les gens mouraient de faim, etc. Lui, il va se dire, je vais créer une économie dans la région d'Idlib. Et donc, il va vraiment favoriser les investissements, il va faire différentes tentatives pour relancer une activité économique. Et entre autres, il va se dire, pour qu'il y ait une activité économique, il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait l'énergie, il faut que le pétrole arrive dans la région de la Turquie. Et donc, en fait, après quelques années de cette volonté-là, il va se passer un truc assez fou, c'est que de la région d'Idlib, qui est une région pourtant sous blocus, etc., les Syriens vont avoir l'électricité 24 heures sur 24. Alors que si vous allez à Alep, à quelques kilomètres de là, il y avait l'électricité au mieux 4 heures par jour, quoi. Et donc là, ça va quand même avoir un impact sur les Syriens. Et donc, c'est pas quelque chose qui va être forcément vu et compris de l'extérieur de la Syrie, mais en Syrie, les Syriens, ils vont voir ça. Les gens à Alep vont voir très vite qu'en fait, leur niveau de vie va devenir moins bon que le niveau de vie des personnes dans les régions tenues par l'opposition. Et ça, c'est complètement nouveau. En 15 ans, au conflit syrien, c'est vraiment une inversion très récente qui date d'il y a 2 ans, ça, je dirais, globalement. Donc, une adhésion forte de la population, enfin, plus forte qu'avant, en tout cas, de la population sur le fait que, OK, ce sont des groupes qui sont en capacité de gérer. Et alors, dans les zones tenues par le régime syrien, les populations vont voir, tiens, en fait, finalement, peut-être que si nous, on tient avec ceux qui nous garantissent le moins pire, finalement, c'est peut-être plus Bachar qui nous garantit le moins pire. Donc même des gens qui parfois étaient quelque part des partisans tacites du régime commencent à se poser des questions. Et ils vont être très malins parce qu'ils vont avoir véritablement une espèce de propagande qui va être faite vis-à-vis, justement, parce qu'à la base, l'offensive de décembre, elle visait la ville d'Alep, elle ne visait pas la ville de Damas, elle visait Alep. Mais comme ils l'ont prise tellement facilement, ils se sont dit, on va continuer. Et donc, ils vont ouvrir des pages sur les réseaux sociaux qui vont avoir des discours au départ plutôt pro-régime syrien.
et donc auxquelles vont s'abonner des habitants d'Alep. Donc c'est des genres des pages Alep avec Bachar ou des trucs comme ça, mais qui en fait sont des pages alimentées depuis la région d'Idleb et qui en fait dans les semaines qui vont précéder l'offensive vont commencer à changer de discours, commencer à présenter justement la vie à Idlib comme vraiment bien meilleure, à présenter des témoignages, voilà, et puis à dire aussi en fait la volonté des combattants à Idlib, c'est de s'y récupérer Alep, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, qu'il n'y ait pas de violence, et tous les gens qui se rendront seront bien traités. Ils vont vraiment préparer les esprits à ça. Ils vont faire une offensive communicationnelle en amont de l'offensive militaire, ce qui fait que quand en fait l'offensive militaire va commencer, eh bien, en fait, le fruit est mûr et il va tomber très vite. Donc ça, c'est pour un petit peu les raisons internes à la réussite de l'offensive militaire. Maintenant, je passe aux raisons externes, parce qu'il y en a aussi, évidemment, qui sont dues au contexte. Et là, c'est dû à ce qui se passe, évidemment, à Gaza, et donc par ricochet à la réponse israélienne à ce qui se passe à Gaza, et principalement à l'affaiblissement très fort qu'a connu le Hezbollah et l'Iran dans les mois qui ont précédé. Et donc c'est sûr que les attentats qu'a mené Israël avec les beepers contre les cadres du Hezbollah, puis qui étaient suivis par cette offensive armée dans le sud Liban, ont en fait ravagé les rangs du Hezbollah, qui fait que très vite le théâtre syrien dans lequel ils avaient lourdement investi ces dernières années, ils ont dû choisir. C'était soit la Syrie, soit le Liban. Et évidemment, c'est le Liban qui est leur théâtre originel. Et donc, c'est dans le Liban qu'ils ont mis le principal de leurs forces restantes. Et donc, ils ont dégarni très fortement leur présence en Syrie. Or, dans les forces au sol fidèles au régime Assad, le Hezbollah, ça faisait partie des meilleurs combattants et des troupes d'élite qui garantissaient vraiment une présence solide au sol. Donc, le Hezbollah, déjà, plus là ou quasi plus là. La Russie, évidemment, comme tu l'as dit en introduction, évidemment, est embourbée en Ukraine depuis 2022 et on a vu tout au long depuis le début du conflit en Ukraine des convois militaires qui partaient du port de Tartus, où en fait la Russie ramenait du matériel qu'elle avait mis en Syrie vers la Russie parce qu'elle en avait besoin dans son offensive ukrainienne. Et donc la Russie aussi a de plus en plus diminué sa présence logistique sur place. Et puis enfin, troisième force très importante sur place, c'est l'Iran. L'Iran qui avait une présence très importante en Syrie et qui, lors des derniers escarmouches qu'ils ont eu avec Israël ces 2 dernières années, en fait, ont été très fortement aussi impactés dans leur présence syrienne, où systématiquement leurs QG en Syrie ont été bombardés par les Israéliens, etc. Ce qui a quand même un petit peu miné leur présence sur place. Donc voilà, un régime qui lui était au bord de l'effondrement économique dans sa gestion du territoire, etc. déjà depuis probablement 3-4 ans, qui ne tenait plus que par ses alliés, et dès lors que ses alliés n'ont plus été là, alors là il n'y a plus rien qui a tenu de manière très concrète. On notera quand même que lors de la prise du pouvoir par HTC, il y a l'ambassade iranienne qui a été ravagée, et l'ambassade russe, il n'y a pas eu de dégâts. Ben oui, c'est quand même un des trucs qui est assez frappant. Moi, j'avoue, j'aurais pas parié sur ça. C'est la volonté du nouveau pouvoir de dire nous, on se battait contre Bachar el-Assad, mais on est l'ennemi d'aucun pays étranger, et qui, même avec la Russie, donc qui pourtant a été un des piliers extérieurs du régime Assad, il y a une espèce de respect, en tout cas, de l'intégrité du personnel russe présent en Syrie. Jusqu'à là, à l'heure où on parle actuellement, la base aérienne russe en Syrie de Khamenei est toujours aux mains des Russes. Elle n'a pas été reprise par le pouvoir de Damas, et il y a même des infos qui circulent, qui sont quand même appuyées par des sources relativement sérieuses, qui disent en fait qu'il y avait déjà eu une prise de contact en amont de l'offensive de décembre avec les Russes, pour leur dire voilà, nous on va tenter quelque chose, mais vous n'êtes pas notre ennemi, et si demain le régime d'Assad s'effondre, vous pourrez quand même rester en Syrie. Évidemment, cette négociation, elle s'accompagne de demandes de la part des deux parties, dont on n'est pas sûr que
il va y avoir un accord qui va en résulter sur le long terme. En tout cas, il n'y a pas eu d'effusion de sang et c'est suffisamment surprenant que pour en tout cas le constater, enfin le souligner, parce que clairement, dans la part des Syriens qui ont été bombardés depuis 10 ans, il y a un ressentiment extrêmement fort vis-à-vis des Russes. C'est pas pour rien que si vous pouvez aller dans n'importe quelle manifestation de soutien à l'Ukraine depuis 2 ans et demi, vous verrez des drapeaux de la révolution syrienne quasiment systématiquement présents. Par qui est-ce qu'il est entouré, Ahmed al-Shara, pour faire face à tous ces défis, notamment, je pense évidemment, ceux qui se rendent en Syrie actuellement racontent cette pauvreté extrême qui est partout. Oui, c'est ça le problème, c'est quand même, je crois qu'il y a eu un exode assez fort des cerveaux qui a eu lieu comme souvent quand il y a des conflits. Qu'en plus, lui, il a constitué un gouvernement intérimaire qui est surtout composé de gens qui lui sont proches. Pour autant, c'est pas un gouvernement sans compétences. Il y a plusieurs membres du gouvernement qui sont des gens qui ont des grades de docteur universitaires, etc. Mais enfin, voilà, c'est quand même des gens qui, en tout cas au niveau de la diversité politique, c'est pas super garanti. Mais par contre, c'est sûr qu'ils sont face à des enjeux où je crois que c'est extrêmement difficile pour eux de réussir, hein, pas se mentir. La Syrie est encore largement sous sanction. Je veux dire, ces sanctions ont été un petit peu assouplies par l'Union européenne qui a desserré les taux, notamment sur tout ce qui est plus vital, tout ce qui est nourriture, denrées agricoles, etc. On a vraiment essayé de faire tomber les restes de sanctions qui auraient pu gêner ça. Mais le problème des sanctions, c'est que parfois, même des sanctions qui n'existent plus depuis 10 ans, vous avez les secteurs financiers qui sont tellement soucieux de faire un faux pas et après d'être mis sous sanctions américaines, ce qui est plus ou moins la catastrophe pour eux, qui préfèrent parfois refuser des transactions que de prendre un risque. Et donc vous avez c'est assez typique des pays sous sanctions, hein. L'Iran avait déjà eu ça quand il y a eu l'accord avec Obama et qu'on a retiré beaucoup de sanctions sur l'Iran. En fait, ça n'a pas fait tellement de différence. Pourquoi ? Parce qu'elles se maintiennent même quand elles sont supprimées, parce que les banques continuent à les garder en place par peur quand même que voilà, ça revienne ou qu'ils en subissent les conséquences. Donc là, la situation, elle est quand même très compliquée. L'investissement étranger, il est très compliqué. Les aides d'État, elles sont très limitées parce que clairement, ceux qui ont l'argent, à savoir les Européens et les Américains, sont beaucoup plus pris par d'autres enjeux internationaux. Là maintenant, on parle de l'Ukraine, de la Russie, de Gaza et d'Israël, beaucoup plus que par la Syrie. Donc vous avez Ursula von der Leyen qui a promis une aide de quelques millions, mais c'est dérisoire les montants quand on voit ce qui est proposé dans d'autres théâtres d'opération. Donc voilà, c'est un pays, l'économie qui est à terre, qui a très peu de ressources pour se relancer. Donc franchement, le défi auquel ils font face, il est énorme. Surtout que si vous n'aviez qu'un défi économique, ça irait. Mais il y a un défi évidemment de pacifier le pays. Il y a des armes en circulation, il y a des milices armées diverses et variées avec des agendas divers et variés. Il y a évidemment un ressentiment énorme entre minorités en Syrie, puis au-delà de minorités, simplement des ressentiments énormes entre les Syriens qui ont subi la répression du régime envers ceux qu'ils estiment qui ont été trop proches du régime. Et donc c'est un peu une poudrière qui, jusque dans les premiers mois, on s'est dit « Oula, c'est incroyable, il n'y a pas de violence ou quasi pas pour le moment, il n'y a pas de mouvement de vengeance. » Moi, franchement, je n'aurais pas parié sur le fait que quand ils ont repris Alep ou quand ils ont repris Damas, ils n'allaient pas aller chercher dans des quartiers pro-régime et faire des violences. Franchement, dans d'autres pays qui ont subi ce genre de guerre civile et de répression, il y avait des phénomènes de vengeance. Ici, il n'y a pas eu le cas. Mais en fait, si, quand même un petit peu. On sentait bien qu'il y avait un couvercle sur la marmite. Et là, la semaine dernière, on a vu que ce couvercle, parfois, la marmite pouvait quand même déborder malgré le couvercle. Heureusement, ça s'est assez vite arrêté. Ça a duré quelques jours. Mais bon, on voit que ça peut recommencer n'importe quand. Et donc là, l'enjeu du gouvernement, c'est ça. C'est assurer la paix, assurer la justice, assurer le redressement économique, maîtriser les forces armées, dissoudre celles qui sont problématiques. Enfin, c'est tellement d'enjeux en même temps que vraiment ça va être très difficile. Et je crois que ça va être difficile pour eux si en plus il n'y a pas une aide étrangère. Je crois qu'en termes de posture diplomatique, l'Union européenne et les pays européens sont plutôt
à mon avis, dans la bonne démarche à l'heure actuelle, à savoir ne pas rejeter le régime de Damas en disant « Ah, c'est des islamistes, on vous laisse tranquille parce qu'en fait, ça serait en faire un ennemi alors que potentiellement, il y a peut-être moyen de recréer des liens avec un pays dans la région qui soit sain, etc. » Mais en même temps, on ne veut pas non plus lancer des millions tant qu'on n'a pas de garantie que ce régime va évoluer vers quelque chose de plus ou moins acceptable. Et donc l'attitude de l'Union européenne pour le moment, qui est à mon avis la bonne, c'est de dire « Oui, on veut soutenir le redressement économique, la reconstruction. » On commence à lever quelques sanctions, mais on garde quand même la majorité des sanctions parce que ça nous offre un levier quand même vis-à-vis de ce nouveau gouvernement. Ça veut dire que s'il dérape ou s'il fait des trucs vraiment qui sont condamnables, ben on a encore un moyen quand même de lui faire une pression. Donc ça me semble être la bonne attitude, si ce n'est que je crois qu'il faudrait vraiment plus d'investissements. Alors les investissements, ils ne sont pas obligés de passer par le gouvernement. Ça peut être soutenir des entreprises européennes pour qu'elles relancent une activité sur place. Ça peut être fait de pas mal de manières différentes, mais je crois que toute seule, ça va être très compliqué pour la Syrie pour se relancer. Alors vous avez fait référence à ce qui s'est passé il y a quelques jours dans la région alawite. Est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé? On entend que ça aurait été des provocations de milices pro-Assad. Est-ce que c'est exactement ça ou c'est plus compliqué? Mais donc, il y a, comme toujours, au début, on est pris par surprise et les jours passant, on arrive à avoir une vue un peu plus fine de la chronologie des événements. Et donc, ce qui s'est passé au départ, c'est que donc la région, on le voit sur la carte, vous voyez, ce qui est en vert foncé, donc c'est la région côtière. C'est une région qui est, donc il y a la mer évidemment, mais en fait, dès que vous rentrez un peu dans la terre, c'est une région qui est plus montagneuse là-bas. C'est le prolongement des montagnes libanaises sur la région syrienne. Et donc en fait, cette chaîne de montagnes là, ça a toujours été une chaîne de montagnes qui a servi de refuge à travers l'histoire à des minorités religieuses du Moyen-Orient qui subissaient des violences ailleurs et qui donc là-dessus se réfugiaient dans une zone plus reculée, plus facile pour échapper un petit peu aux violences qu'elles subissaient. Et c'est ainsi que les montagnes libanaises ont été très fortement occupées par les minorités chrétiennes et druzes, et que leur équivalent syrien était plutôt occupé par cette minorité alawite. Les alaouites, donc c'est une branche de l'islam, mais extrêmement particulière, que la révolution islamique en Iran a essayé de rattacher à la branche chiite, mais franchement c'est discutable, c'était plus pour des raisons politiques que religieuses quelque part, c'était pour aussi avoir là-dessus une population sur laquelle s'appuyer et créer des liens politiques avec cette population, mais vraiment c'est une minorité religieuse en soi, un petit peu comme les Druzes, qui sont aussi une minorité religieuse qui sont quand même assez distinctes des autres grandes religions de la région. Donc, premier élément. Et donc, comme minorité religieuse, dans le temps, ont connu des répressions de la part des majorités. Et donc, quand Bachar el-Assad, qui est issu de cette minorité, est arrivé au pouvoir, il s'est maintenu au pouvoir, notamment grâce au soutien de cette minorité alawite qu'il a mis à tous les niveaux du pouvoir. Donc, vraiment, l'armée arabe syrienne, telle qu'elle s'appelait, donc l'armée du régime syrien, était principalement tenue à sa tête par des alawites. Mais donc, en fait, c'est une minorité qui était aussi à la fois otage et bénéficiaire de ce régime. Donc, c'est-à-dire bénéficiaire, oui, parce que certains membres de la communauté ont pu là-dessus devenir des hauts cadres de ce régime syrien, donc ça indéniablement. En même temps, c'est une minorité qui majoritairement est restée relativement pauvre parce que ce sont des régions rurales. C'est les grandes richesses, les grandes familles riches en Syrie. Souvent, c'était pas des familles alaouites, c'était plutôt des Arabes sunnites. Donc une minorité qui était plutôt pauvre et qui était en fait prisonnière du régime, un régime qui lui disait c'est moi ou alors le reste du pays va vous trucider, quoi. Et ça c'est vraiment un truc qui est ancré très fort dans la psyché de beaucoup d'Alaouites, c'est que le reste des Syriens grosso modo veulent leur mort, quoi. Et en soi, ils ont des bonnes raisons de le penser. Je veux dire, c'est pas un mythe qu'ils entretiennent. Et donc, eux, au début, ils ont été assez effrayés de ce qui pouvait se passer pour eux. Au début, il ne s'est rien passé de trop négatif, il n'y a pas eu de massacre. Mais quand même, très vite, moi, j'ai entendu des échos de violence à l'égard de villages alaouites. Alors, pas forcément des massacres, mais parfois des gens un petit peu non identifiés, masqués, arriver dans des villages alaouites et aller frapper les gens ou quoi. Ça, c'est des trucs qui sont passés depuis 2-3 mois, qui ont existé. Un petit peu sous les radars, donc pas de violence de masse, mais quand même des faits de violence qui montraient qu'il y avait quelque chose qui était latent. Et puis là, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'effectivement, il y a des factions pro-Assad, parce que depuis le début, il y a quand même des minorités qui restent fidèles à l'ancien régime, parce qu'elle a tout perdu dans cette chute,
qui ont fomenté des attaques dans la région contre des postes militaires du nouveau pouvoir syrien. Et donc il y a eu plusieurs dizaines de personnes tuées dans ces attaques. Et donc là, il y a eu l'état d'urgence qui a été décrété et on a envoyé des troupes en renfort. Le problème, c'est que dans les troupes qu'on a envoyées en renfort, on a pris un petit peu tout ce qu'on avait sous la main. Et qu'actuellement, dans les troupes du nouveau régime syrien, c'est plus un patchwork de troupes qu'une armée unifiée. Et vous avez des milices là-dedans qui sont des milices qui, parfois, depuis 15 ans, sont des milices sans foi ni loi, qui sont coupables de violences à large échelle, qui ont été documentées par Amnesty. Je pense notamment au groupe Ara-Sharkia, qui était un groupe qui était sous autorité turque dans le nord de la Syrie et qui avait déjà été coupable de violences très graves contre les minorités kurdes précédemment et qui se sont montrés de nouveau, ici la semaine dernière, coupables de violations très graves contre les minorités alaouites. Donc c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que dans la presse, très vite, il a été mis les islamistes tuent les alaouites, etc. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas forcément les brigades les plus islamistes qui ont commis ces massacres, c'est pas les brigades qui étaient les plus proches du nouveau régime syrien, c'est plutôt des brigades, en fait, parfois affiliées à la Turquie, de gens qui sont... Oui, des gens sans foi ni loi, littéralement, qui parce qu'ils avaient un fusil, ont commis des atrocités contre des populations, ont fait du racket sur les populations civiles, et qui gardent un peu cette culture-là d'impunité totale. Et donc là, ça va être un enjeu aussi du nouveau régime, c'est comment mettre au pas ces groupes armés qui vraiment devraient être jugés pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité qu'ils ont fait depuis 10 ans et qui en fait ont continué à faire là maintenant récemment dans ce qui s'est produit la semaine dernière. Voilà. Et puis alors évidemment l'enjeu c'est qu'il y a eu une fois ce massacre-là. Qu'est-ce qui nous garantit que maintenant, la prochaine fois, le nouveau régime syrien saura tenir ses ouailles? C'est compliqué. Donc là, maintenant, c'est sûr qu'il y a de la part des minorités alaouites en Syrie une très grande crainte. Il y a eu d'ailleurs un exode de population vers le Liban la semaine dernière. Tout le monde n'est pas revenu. Est-ce que tous vont vouloir revenir? C'est pas sûr. Et donc oui, comme souvent après une guerre civile, l'enjeu qui se pose à la Syrie maintenant, c'est comment faire pour garantir à tout le monde une vie en paix et en sécurité. Voilà. Et là, je touche à un autre sujet, et je crois que ce dossier est éminemment lié à la question de la justice. Là, beaucoup de Syriens, notamment la société civile syrienne, demandent depuis la chute du régime d'Assad qu'il y ait une justice transitionnelle qui soit mise en place. Le nouveau régime syrien a dit qu'il mettrait ça en place, mais ils n'ont pas l'air pressés de le faire. Et notamment, une des craintes des activistes des droits humains en Syrie, c'est de dire il n'y a pas de gestion des preuves matérielles en fait, de la répression du régime syrien. Vous avez Hassan Naya, il y a tous les journalistes du monde entier qui débarquaient pour venir filmer, qui reprenaient des papiers qui volaient pour en souvenir. Mais donc toute la documentation là n'a pas été mise assez vite en sécurité. Certains classeurs ont déjà disparu, etc. Et donc il y a un enjeu à garder les traces pour qu'il y ait une justice qui puisse être faite. Alors évidemment, ce serait une justice transitionnelle. On sait très bien qu'on ne pourra pas envoyer tous les gens qui étaient membres de l'État syrien en prison parce qu'en fait, c'est pas possible, ils sont trop nombreux. Mais il faut au moins que les gens, vraiment les penseurs de cet univers concentrationnaire et de cet univers d'extermination puissent être traduits en justice, jugés, et que justice soit faite. Parce que s'il n'y a pas de justice, c'est aussi une porte ouverte à ce que les gens se fassent justice eux-mêmes. Et là, c'est source de violence. Et cette justice, évidemment, elle ne devra pas s'arrêter au cadre du régime. Les membres de milices qui ont été coupables de violences, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité devront aussi, eux, être jugés. Et là, c'est là que ça se complique parce que parfois, ce sont des membres des milices dont est issu le nouveau président syrien. Et donc là, quelle justice pourra-t-il assurer vis-à-vis de ses propres troupes? Ça, évidemment, on est en droit de craindre qu'il ne le fera pas ou pas toujours. Et ça c'est dommage parce que beaucoup de militants des droits humains iconiques en Syrie ont été tués par des groupes islamiques et pas par le régime syrien, même si le régime syrien est responsable de plus de 90% des victimes. Donc ça, il n'y a pas de discussion, mais enfin il y a quand même aussi une part significative, 10% qui ont été tués par ces milices islamistes et qui méritent aussi que justice leur soit faite. Est-ce qu'il y a au moins quelques-unes des grandes figures qui entouraient Bachar el-Assad qui sont derrière les verrous maintenant ? Alors oui, il y a quand même eu une vague d'arrestations au moment de la prise de pouvoir, mais un des trucs qui est notamment beaucoup reproché au nouveau régime syrien, c'est que la majorité ont été libérés assez vite. Alors
beaucoup parce que c'était des petites frappes qui ne méritaient peut-être pas qu'ils soient maintenus en prison pour très longtemps. Mais vous avez parfois des profils beaucoup moins anecdotiques qui ont été libérés. Vous avez notamment quelqu'un qui était impliqué dans le massacre de Tadoum, qui est un massacre en 2012 qui était tristement célèbre parce qu'en fait, on a une vidéo de ce massacre. Alors c'est un parmi beaucoup d'autres en Syrie qui ont dû être très similaires, mais celui-là, vu qu'il a été entièrement filmé, il a marqué les esprits. Et donc c'est une vidéo qui est effroyable. Je ne vous conseille pas de la garder parce que moi je l'ai regardée à l'époque et j'en ai pas dormi pendant très longtemps. C'est une immense fosse commune où les prisonniers sont amenés un par un, yeux bandés, et on les abat avec une balle derrière la tête et ils tombent dedans. Et la personne qui a supervisé ce massacre, qu'on voit à plusieurs moments de la vidéo, donc c'est plusieurs centaines de personnes qui ont été tuées, a été arrêtée et puis relâchée. Et donc des familles des victimes de ce massacre d'Adoum maintenant manifestent à Damas quasiment chaque semaine pour demander justice. Et donc là, ça me permet d'ailleurs, c'est une question que je n'ai pas posée, mais de faire une petite transition quand même très importante parce que évidemment notre attention est focalisée sur ce nouveau régime syrien et sur les lieux de pouvoir. Mais moi, je crois que ce qui est important aussi quand on regarde la Syrie, c'est vraiment de regarder ce qui se passe en dessous. Au niveau de la société civile, au niveau des populations syriennes. Et là, ce qui est très frappant, c'est que quand même beaucoup de révolutionnaires syriens se sont battus, ont perdu des frères, des sœurs, des parents, des enfants pour acquérir la liberté, et que maintenant, cette liberté qu'ils ont acquis de leur sang, ils ne sont pas prêts de vouloir la lâcher si facilement, et que donc ils sont extrêmement actifs. Et donc là, pour le moment, à Damas, il se passe, mais c'est aussi vrai dans d'autres villes syriennes, mais une très grande effervescence. Il y a des conférences quasiment tous les soirs, où il y a des lieux de discussion politique, il y a des manifestations en permanence autour de sujets divers et variés. Et donc il y a vraiment une place qui est prise par la société civile, non seulement pour de la discussion et pour du militantisme, mais aussi pour des choses beaucoup plus qui sont de l'ordre de la substitution de l'État. C'est-à-dire que là, pour le moment, l'État, il est en train de se reconstruire, il n'est pas en capacité de fonctionner. Et donc, beaucoup de l'activité, en fait, n'est pas organisée. Donc, par exemple, à Damas ou à Alep, j'ai un ami qui m'envoyait ces images-là. Dans les rues, dans les grands carrefours, il n'y a pas de police pour faire la circulation. Et donc, c'est un peu le chaos. Et donc, très vite, il y a des groupes de jeunes militants qui sont organisés et qui font un tour de rôle pour faire la circulation au carrefour. Pour organiser la collecte des poubelles, même chose. Ce sont des groupes des comités de quartier qui organisent la collecte des poubelles. Parce qu'en fait, l'État n'est pas assez fort pour déjà, en fait, être structuré et organiser ce genre de choses. Et ça, je crois qu'en fait, c'est extrêmement porteur d'espoir parce qu'en fait, tous ces espaces d'organisation sont des espaces d'organisation politique et des espaces de prise de liberté qui, si un jour, demain, le régime syrien veut refermer un petit peu cette parenthèse de liberté, il aura du mal parce qu'il y aura vraiment une société civile qui se sera organisée, qui sera active. Et ça, c'est une grande différence par rapport à avant, parce que dans un pays comme la Syrie, où toute réunion de plus de 3 personnes était interdite, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Depuis 50 ans en Belgique, vous ne pouviez pas vous réunir à plus de 3 personnes, sauf si c'était pour un match de football ou pour aller à un office religieux, donc aller à la mosquée ou à l'église. Pour autre chose que ça, c'était pas autorisé. Et donc, évidemment, c'est tout à fait nouveau ce qui se passe. Et donc, une société civile plus robuste est en train de voir le jour. Or, une société civile robuste, on le sait, c'est ça qui permet après des transitions pacifiques. C'est ce qui a permis à la Tunisie de passer de vivre une révolution quasiment sans effusion de sang majeure. Ce qui n'a pas été le cas en Libye ou en Syrie, qui étaient 2 pays où il n'y avait pas de société civile existante. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important ce qui est en train de se passer par le bas en Syrie, là maintenant, ce vide qui est occupé par les Syriens et les Syriennes et qui, à mon avis, est porteur d'espoir pour demain. Et un mot sur, alors il y a eu l'actualité la semaine dernière, évidemment ça s'enchaîne avec ces massacres dans la région alaouite, et puis il y a eu d'autres actualités qui ont un peu contrebalancé positivement, et cette déclaration constitutionnelle, et puis peut-être surtout c'est ce rapprochement avec les régions kurdes qui étaient quasi indépendantes de facto, et puis les Druzes aussi, c'est des événements importants. En tout cas, ce qui faisait peur, c'était que le massacre casse un petit peu une espèce de spirale positive et vertueuse. Ça l'a cassé immanquablement. Je veux dire, là, il y aura un avant et un après, c'est sûr. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que ça n'a pas complètement arrêté tout ce qui se passait en termes de processus de pacification et de réunification.
Et donc on voit quand même que d'autres minorités syriennes continuent quand même à croire que ce nouveau pouvoir sera en capacité de garantir leur sécurité, vu que voilà, les Kurdes ont en tout cas fait un pas envers lui. On n'est pas du tout déjà réunifié. Et là, j'ai vu aujourd'hui qu'il y a de nouveau un petit désaccord sur le nouveau texte constitutionnel qui est sorti aujourd'hui. Donc voilà, la réunification avec les Kurdes, elle n'est pas du tout actée, mais en tout cas, il y a une envie affichée de part et d'autre d'aller vers ça. Et alors aussi vis-à-vis des Druzes. En fait, ce n'est pas tout à fait tous les Druzes, c'est principalement la région de Soueida, qui est une ville druze dans le sud de la Syrie, qui jouissait déjà d'une semi-autonomie de la part du régime de Bachar el-Assad, parce qu'en fait, l'État baathiste avait de fait quasiment été expulsé de la zone et vivait déjà un peu en autonomie, et qui, depuis que Damas est tombé, les Druzes de Soueida réclament de nouveau pouvoir, de pouvoir continuer à fonctionner en autonomie, ce qui était une source de discorde. Et là, effectivement, avant-hier, mardi, ils ont signé un nouvel accord avec le régime syrien pour vraiment intégrer cette région de Soueida dans le nouveau régime de Damas. C'est aussi, à mon avis, une conséquence du fait que depuis maintenant 2-3 semaines, Israël, qui n'arrête pas d'intervenir dans le sud de la Syrie depuis que le régime de Bachar el-Assad est tombé. Donc ils occupaient déjà le Golan depuis un certain nombre d'années, mais là, leur zone d'occupation n'a fait que s'étendre à plusieurs petits villages près de la frontière. Et là, maintenant, ils avaient menacé de carrément envahir tout le sud de la Syrie et d'en faire un espèce de protectorat druze. Donc ils venaient un peu se poser en défenseur des minorités. Alors ça, c'est un classique, hein. N'importe quelle puissance qui veut agir dans la région se pose toujours, trouve une minorité à venir défendre. Donc pour les Russes, c'était les chrétiens orthodoxes. Pour les Français, à l'époque, c'était les catholiques maronites. Pour maintenant, les Israéliens, on utilise les Druzes. Il y a toujours une minorité qu'on utilise pour venir défendre, alors même que les Druzes n'ont jamais appelé de leur vœu à une défense de la part d'Israël, d'autant plus que les Druzes syriens qui vivent dans ces zones justement syriennes occupées par Israël, donc sur les hauteurs du Golan, ne sont pas spécialement des partisans de cette occupation israélienne. Donc vraiment, ils ne considèrent pas du tout Israël comme un protecteur. Mais bon, voilà, c'est évidemment un prétexte. Et à mon avis, devant cette crainte de subir une annexion israélienne, ils se sont dit on a intérêt à très vite résoudre nos différends avec le pouvoir de Damas, de manière à montrer un front uni vis-à-vis de cette menace israélienne qui se concrétise un petit peu dans le sud syrien. Donc voilà, quand même une unification du territoire qui avance, mais je me fais pas de fausses illusions non plus sur le fait que ça pourrait très vite revenir en arrière si demain il y a de nouveau des massacres confessionnels, parce que de toute façon le nouveau pouvoir à Damas n'a pas les moyens d'imposer sa souveraineté sur toutes les régions de Syrie si elle devait la contester à l'heure actuelle. Alors, et là-dessus, tu as un petit mot. Une des demandes de ces zones qui échappent encore au pouvoir de Damas, c'est que le futur État syrien soit un pouvoir fédéral. Donc un pouvoir qui garantit une certaine autonomie de la part des régions. Et visiblement, c'est quand même un truc que n'accepte pas Ahmed al-Shara. Et donc dans ce nouveau texte constitutionnel qui est sorti aujourd'hui, en fait, c'est pas vraiment une constitution, c'est une constitution provisoire pour 5 ans, le temps de faire des élections et d'avoir une vraie constitution. Mais dans ce texte-là, la Syrie qui est décrite n'est pas une Syrie fédérale du tout. Et c'est entre autres ça qui est contesté par les Kurdes aujourd'hui, qui disent on n'est quand même pas satisfait du texte qui est proposé. Puis certains doivent trouver que c'est un petit peu long, une transition de 5 ans. Il n'y a pas d'élections qui sont prévues avant. Ouais. Effectivement, 5 ans, ça paraît long. Alors, en même temps, s'ils avaient dit 6 mois, ça aurait été probablement trop court. Et donc, on aurait su que ça serait devenu vite un truc qu'on étend. Et donc, en fait, parfois, c'est pas toujours mieux. Il faut peut-être mettre un peu plus de temps et être sûr qu'on puisse tenir le calendrier. Maintenant, 5 ans, c'est sûr que là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Ce qui caractérise vraiment Ahmad al-Shara de la part de ceux qui le connaissent, ce n'est pas tant son islamisme ou son extrémisme religieux, c'est sa soif de pouvoir, en fait. Et c'est pour ça qu'il a lâché l'État islamique à l'époque, c'est parce qu'en fait, il ne voulait pas redevenir anonyme, il voulait garder la tête du groupe qu'il avait pris en Syrie. C'est pour ça que maintenant, il s'est assoupli sur les questions de rigorisme et d'islamisme. C'est parce qu'en fait, il a vu que c'est comme ça qu'il garantirait et étendrait son pouvoir.
pouvoir. Et donc, on est en droit de craindre que c'est quelqu'un qui va chercher à se maintenir au pouvoir autant que possible. Donc ça, je crois que c'est une crainte très concrète. Donc à la fois, maintenant, beaucoup de Syriens sont contents et apprécient beaucoup sa personnalité parce qu'ils se disent on n'aurait pas pu espérer quelqu'un qui soit à la fois aussi fort mais aussi garant de beaucoup de nos libertés. C'était un peu inespéré de leur part. Mais en même temps, les Syriens qui aspirent vraiment à la démocratie, ils savent bien que ce ne sera probablement pas avec lui qu'on va l'atteindre et que s'ils veulent avoir vraiment des élections libres en Syrie, ils devront se battre pour les obtenir. Je crois que ça, c'est indéniable. Il ne les donnera pas tout seul. Est-ce qu'il s'est assoupli? Vous parlez de son assouplissement sur dans plusieurs dimensions, sur la question des femmes notamment. Comment elles sont représentées dans les nouvelles institutions, commissions qui se mettent actuellement en place, et puis dans la société. Est-ce qu'elles ont, vous parliez de ce dynamisme qui emplit la vie civile. Est-ce qu'elles ont un vrai rôle très, très, très important en ce moment? Alors, c'est un sujet sur lequel il y a moyen de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, suivant de où on se place. Si on se place sur le sujet du verre à moitié vide, il est évident que dans le gouvernement syrien, c'est une écrasante majorité d'hommes. Je crois qu'il y a 1 ou 2 femmes. Et que c'est un gouvernement très masculin, que beaucoup de choses qui se passent sont masculines, que la population à Damas, qui est une population beaucoup plus urbaine et donc par définition toujours plus connectée à l'extérieur, au monde, etc., vivent l'arrivée de ces combattants d'HTS qui, eux, viennent de ces régions rurales du nord, de Idlib, etc., comme des gens qui ont plutôt une culture beaucoup plus conservatrice, rigoriste, etc., et qui donc, les femmes à Damas, il y a un petit peu un choc de culture, elles ont une habitude beaucoup plus libre de se déplacer seules, sans port du foulard, sans accompagnant, en toute liberté, et que eux, effectivement, ils ont un petit choc culturel parce qu'à Idlib, c'était pas comme ça que ça se passait du tout. Mais qu'en même temps, pour le moment, les deux ont l'air de plus ou moins tolérer l'autre, et donc ça se passe. Ça ne se passe pas toujours sans friction, ni en termes de ressenti, je crois que c'est moins confortable pour les femmes, mais en tout cas, il n'y a pas du tout ce qu'on peut avoir en Iran ou en Afghanistan, où il y a une police des mœurs qui vient imposer certaines choses. Donc ça, pour le moment, on ne voit pas encore en Syrie. Et donc là, on arrive à la question du verre à moitié plein, c'est qu'on aurait pu craindre bien pire, et que finalement, c'est quand même pas si mal. À l'heure actuelle, il n'y a aucune règle spécifique qui obligerait les femmes à rester à la maison, à se déplacer de manière accompagnée, à porter le foulard. Donc ça, c'est quand même des vrais dangers qui sont écartés, qui sont quand même pas rien. Et alors là, dans le nouveau texte constitutionnel qui est sorti, il y a différents droits qui sont garantis à tous les Syriens sans exception. Et quand on dit tous les Syriens sans exception, ça veut dire de toute confession, de toute ethnie et qu'ils soient femmes ou hommes, quoi. Et donc ça c'est quand même assez bien. Clairement, la Syrie ne sera pas l'Afghanistan. Ça c'est quand même important de le souligner. Maintenant, c'est sûr que ça ne sera pas non plus l'Europe. Et que pour la liberté des femmes, l'accession à des fonctions supérieures ne sera pas toujours simple. Maintenant, il ne faut pas se mentir, ce n'était pas non plus le cas sous Bachar el-Assad, qui certes avait une communication qui mettait beaucoup en avant les femmes parce que ça marchait bien au niveau de sa communication vis-à-vis des pays européens, il le savait bien. Maintenant, dans le régime syrien précédent, il n'y avait aucune femme à aucun poste important. Donc c'est aussi, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la dimension sociétale. C'est-à-dire qu'il y avait les lois et il y avait la réalité sous Assad, et que donc en fait, par exemple, pour parler de situations très concrètes, les femmes en prison sous Bachar el-Assad, c'était les violences sexuelles sur une base systématique et quotidienne, ce qui fait que quand on a ouvert la prison de Senaya, les cellules pour femmes, c'était en fait des cellules pour femmes et enfants, parce que forcément, comme elles se faisaient violer sur une base quotidienne, toutes avaient fait des enfants en prison, des enfants qui parfois n'avaient pas vu la lumière du jour de toute la durée de leur existence. Donc c'était ça aussi, le régime Assad, il ne faut pas l'oublier. Et notre focalisation en Occident sur les questions d'islam nous fait parfois voir la question du droit des femmes uniquement sous ce prisme-là, alors qu'en fait, elle mérite d'être parfois vue sous d'autres angles aussi, pour en saisir toute la largeur et la profondeur.
Juste un chiffre, je crois que vous ne l'avez pas dit, sur Sednaya, le nombre de prisonniers qui sont passés par Sednaya, beaucoup sont malheureusement restés. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça et j'ai oublié cette partie de ta question tout à l'heure. Mais donc oui, la répression du régime syrien, c'est ça, il faut aussi un petit peu mesurer, c'est qu'elle est sans équivalent en fait dans l'époque moderne, dans les 50 dernières années, je dirais. C'est que non seulement sur les 15 dernières années, beaucoup de Syriens sont morts via les bombardements. Ça, c'est terrible, mais ce n'est pas le seul régime à faire ça. On le voit au quotidien quand on allume la télévision. Par contre, là où il était quand même relativement unique, le régime syrien, c'est le fait qu'il avait véritablement une usine de mort. Alors, c'était pas que Sednaya, mais Sednaya en était l'exemple le plus frappant et le plus massif. Donc, avec Amnesty, on a sorti un rapport en 2015 qui s'appelait Sednaya, l'abattoir humain, et où on a qualifié ce qui se passe à Sednaya de politique d'extermination. Et donc, on a pu prouver qu'entre 2011 et 2015, plus de 15 000 personnes avaient été tuées à Sednaya, dans les sous-sols de Sednaya, soit par pendaison, donc quasiment tous les soirs de la semaine, plusieurs personnes étaient tuées, et ça sur plusieurs années, donc avec le temps, ça fait beaucoup de monde, mais aussi simplement dû au mauvais traitement, à la violence qu'ils subissaient. Donc par exemple, à Sednaya, vous aviez... Le rapport le présente bien. N'importe quel prisonnier qui arrive à Sednaya subissait ce qu'on appelle la cérémonie d'accueil au départ, où vous étiez dans la cour de la prison au centre et vous étiez avec une cagoule sur la tête et vous étiez au centre d'un cercle de gardiens qui avaient des bâtons avec eux et qui en fait vous frappaient jusqu'à ce que vous perdiez connaissance. Et éventuellement déjà une partie à ce moment-là décédait des suites de leurs blessures, et si vous aviez la chance de passer cette première échelon, vous étiez après mis dans des cellules où vous étiez victime de violences évidemment massives, de tortures massives. De nouveau, ce sont des rapports, les tortures dans les prisons syriennes qui, rien que de les lire, ça vous donne des cauchemars pour très longtemps. Et c'est ça qu'il faut aussi mesurer, c'est qu'une bonne part des jeunes hommes syriens qui sont arrivés en Europe après, la majorité d'entre eux ont à un moment donné ou à un autre sont passés par les prisons du régime syrien et donc ont subi ces violences, ont subi ces tortures, et donc pour la plupart d'entre eux sont atteints de troubles post-traumatiques liés à ça, etc. Et la nouvelle Syrie doit construire aussi avec ça dans les difficultés que je présentais de la part du nouveau régime. Il y a vraiment ça qui est aussi massif, c'est que beaucoup de Syriens ont des syndromes de stress post-traumatique, des difficultés à la resocialisation, à se réintégrer dans la société après avoir subi tout ça. Et donc, ça sera aussi un des très gros enjeux. Donc, ça pour Sednaya, je vous disais, sur l'espace de 3-4 ans, 15 000 personnes. Mais ça, c'est juste Sednaya. Si on prend un autre rapport qui est le rapport César, peut-être que vous avez entendu parler de ça, il y a eu un livre de la journaliste de Libération, Garance Lequen, sur le rapport César, justement, comment ça s'appelait, l'enquête César, je ne sais plus comment appeler son livre, mais que je vous conseille vraiment de lire, qui est passionnant. Mais donc César, c'était un photographe de l'armée syrienne qui, jusqu'à 2011, servait surtout à photographier les troupes qui défilent, les avions qui décollent dans les bases aériennes syriennes pour la presse du régime, pour la propagande, etc., pour la communication de l'armée, quoi. Et qui, à partir de 2011, on va lui demander de prendre en photo les corps qui arrivent sur la base aérienne de l'armée de l'air syrienne qui est proche de Damas. Au tout début, ce sont des corps principalement de manifestants qui ont été tués, parce que vous savez que le régime syrien très vite va tirer à balles réelles dans les manifestations. Et puis très vite, ce ne sont plus des manifestants, mais ce sont des personnes qui sont en fait mortes en prison des tortures et des sévices qu'ils ont subis. Et donc il est face à des corps émaciés qui ont souvent subi de la malnutrition sur une longue durée, qui sont, enfin, je sais même pas si j'aurais vous citer ça parce que c'est extrêmement violent, mais qui ont les corps remplis de taches de brûlures de cigarettes, les os cassés parce qu'ils ont été détruits à la masse, des tortures dont on n'a pas envie d'entendre parler. Et lui, on lui demande de prendre ses corps en photo. Au début, il y en a 1, 2, 3, 4 par jour, et très vite, ça devient une industrie. Et il doit photographier des dizaines, voire même jusqu'à des centaines de corps certains jours. Et très vite, évidemment, il va psychologiquement craquer, César, et il va trouver un ami dont il sait qu'il est proche de l'opposition syrienne, et il va lui dire, en fait, j'ai besoin que vous m'exfiltriez hors de Syrie. Parce que là, moi, je ne saurais plus continuer à faire ça, mais si j'arrête, on va venir m'arrêter et je vais subir ce que, en fait, je prends en photo tous les jours, quoi. Et donc, je veux pouvoir, si j'arrête, avoir un moyen de sortir du pays.
Et là, en fait, son ami va le mettre en contact avec l'armée syrienne libre, qui va lui dire, en fait, ce que tu fais, c'est tu documentes les crimes du régime, et donc c'est utile ce que tu fais, même si c'est horrible. Et nous, ce qu'on te propose, c'est de continuer à prendre tes photos et à nous faire parvenir toutes les photos que tu prends sur des disques durs, quoi. Mais en échange de ça, promis, le jour où tu nous dis, là, je ne saurais plus, il faut que ça s'arrête, je dois partir, on te promet de t'exfiltrer, quoi. Et donc, il va encore continuer pendant plus d'1 an. Et donc, il va faire ses photos de 2011 à 2013, donc pendant 2 années. Puis, à un moment donné, il va arriver à la limite de ce qui est possible pour lui. Il va être exfiltré hors de Syrie. Et il va être d'ailleurs dans un pays qu'on sait qu'il était en Europe, on ne savait pas dans quel pays, sous une entité cachée. Il va parce qu'il sait qu'en fait, il va être poursuivi par le régime qui va essayer de le tuer. Et donc, entre autres, il va aller témoigner devant le Congrès américain. Et il y a cette vidéo qu'on peut voir où il témoigne, où il a une casquette, une capuche, des lunettes de soleil, enfin, pour ne pas qu'on puisse le reconnaître. Ce qui est touchant dans l'histoire de César, c'est que là-dessus, en décembre, pour la première fois, on a pu rendre public son nom et son visage. Donc voilà, mais donc c'est la première personne qui a permis de vraiment mesurer l'échelle en fait de la répression en Syrie et sa nature. Donc là, 50 000 il a pris plus de 50 000 photos, César, en 2 ans. Sur ces plus de 50 000 photos, une commission indépendante a pu établir qu'on reconnaissait au moins 13 000 cadavres de personnes différentes. Donc juste sur la base aérienne de Damas, sur 2 années, 13 000. Juste sur Senaya, 2011 à 2015, 15 000. Et donc en fait, si on extrapole à l'ensemble du territoire syrien, sur l'ensemble de la durée du conflit, il est probable que le nombre de personnes tuées dans les prisons du régime syrien dépasse largement les 100 000 personnes. Là récemment, en décembre, il y a un journaliste de la BBC qui a fait une enquête sur une fosse commune un peu au nord de Damas, où il a retrouvé les ouvriers locaux qui étaient chargés de venir enterrer les corps, etc., qui prétendaient, journaliste de la BBC, que dans cette immense fosse commune, donc il y avait des images satellites, c'est pas une petite fosse, ça s'étend sur des kilomètres carrés, enfin plusieurs centaines de mètres sur plusieurs centaines de mètres. Il y aurait plus de 100 000 personnes tuées, enfin enterrées, quoi. Alors, ces chiffres-là, ils sont à prendre avec d'extrêmes pincettes parce qu'entre ce qu'ils disent et la réalité, on ne sait pas. Ça fait partie justement de ce travail d'enquête que le nouveau régime à Damas devrait pouvoir faire. C'est rouvrir ses charniers, documenter le nombre de morts, etc. Mais donc vraiment, une politique d'extermination à échelle industrielle, ça c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Eh bien, merci Benjamin d'être venu nous rappeler l'horreur de ce régime et la transition qu'on connaît, à laquelle on assiste aujourd'hui, avec évidemment ses espoirs et puis malgré tout des inquiétudes. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Et on a une vingtaine de minutes pour les questions, pour ceux qui le souhaitent. Oui, madame, le micro arrive. Merci Thibault. Bonjour, je ne veux pas du tout atténuer l'idée que l'une des rares bonnes nouvelles de 2024, ça a été la chute de Bachar el-Assad. Toutefois, est-ce que on peut croire à Ahmed al-Shara lorsqu'il nous assure qu'il va mettre en place un islam modéré ? On a vu ce que ça a donné en Afghanistan, malheureusement. Et bon, c'est vrai qu'il nous a donné quelques preuves de cette ouverture en nommant une femme à la tête de la Banque centrale, mais il a aussi essayé de s'attaquer au programme concernant les femmes. Mais là, il y a une levée de bouclier, il a fait marche arrière. Est-ce qu'un islam modéré, on peut y croire ? Et aussi, je voulais savoir qu'est-ce qui justifie qu'on repousse à 5 ans les premières élections en Syrie, s'il vous plaît. Mais donc, déjà avant la chute du régime Assad, souvent on me demandait mes prédictions pour le futur, et en fait ça c'est extrêmement compliqué, vous avez raison. Hein, est-ce qu'on peut faire confiance à Ahmed al-Shara ? Franchement, je ne peux pas vous répondre à ça. Tout ce qu'on peut constater pour le moment, c'est ce qui se passe. Et donc là, comme je le disais, et comme vous le pointiez de manière tout à fait pertinente, il y a des éléments plutôt rassurants et puis il y a des éléments qui ne sont pas très rassurants. Et donc,
moi, je crois qu'en soi, c'est comme partout. C'est vrai aussi dans nos pays. C'est-à-dire que je ne fais jamais confiance à aucun homme providentiel et je ne crois pas qu'Ahmed al-Shara est un homme providentiel. Et que si on veut que demain, certaines libertés soient garanties en Syrie, etc., il y aura besoin que la société civile syrienne puisse se mobiliser et puisse se battre pour effectivement faire plier le pouvoir s'il devait prendre certaines orientations problématiques. Ça, je crois que c'est important. Et donc, pour que ça, ce soit possible, il faut effectivement que cette société civile syrienne soit le plus robuste possible. Et donc là, c'est peut-être aussi un élément que je n'ai pas abordé, mais qui pour moi est aussi pertinent. Donc, qu'est-ce que l'Occident peut jouer comme rôle dans le futur de la Syrie? Ben, je pense qu'un des rôles qu'on peut jouer, c'est notamment en soutenant cette société civile syrienne. C'est-à-dire des associations qui promeuvent les droits des femmes, qui promeuvent les droits humains, qui font des activités culturelles en Syrie. Ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir subsidier, pouvoir soutenir, faire vivre cette vie-là, parce qu'en fait, c'est ça les meilleures garanties probablement qu'on peut s'offrir sur un futur, à mon avis, intéressant en Syrie. Ça ne suffira pas, mais voilà. Par contre, je crois quand même que vis-à-vis, pour la comparaison avec l'Afghanistan, je crois que c'est quand même très différent. Je ne pense pas que les talibans ne se sont jamais réclamés d'un islam modéré. Je ne sais pas non plus d'ailleurs si Ahmed al-Shara s'en réclame. Je crois quand même qu'il y a... Comment le dire? Il y a une demande de la part d'une population arabe sunnite, et pas qu'en Syrie, au Moyen-Orient en général, à ce qu'il puisse y avoir un islam qui soit reconnu en politique sans qu'il soit systématiquement empêché d'arriver, et que quelque part, ils veulent pouvoir montrer qu'il y a un chemin qui existe et qui inclut à la fois une dimension liée à leur religion, tout en étant démocratique. Et à un moment donné, cet espoir, il était incarné pour eux. C'était très fort. Je me souviens quand j'ai passé du temps en Syrie, mais avant la guerre, donc j'y étais notamment en 2010. Et à l'époque, beaucoup de Syriens regardaient avec une certaine admiration ce qui se passait en Turquie, en disant l'AKP, c'est quelque part l'exemple que islam et démocratie, c'est possible. Sauf que pas de bol, à l'époque, on pouvait encore y croire un petit peu, mais depuis, il y a eu le coup d'État raté contre Erdogan et quelque part une sortie de route de la part de la Turquie de cet itinéraire démocratique sur lequel ils étaient, pour en fait maintenant un régime qui, on ne sait plus très bien comment le classifier. C'est pas une dictature, mais c'est plus vraiment une démocratie non plus. Donc finalement, il n'a pas été à la hauteur des espoirs que certains avaient placés en lui. Mais c'est notamment quelque chose que Jean-Pierre Filiu, que peut-être vous connaissez, qui est un prof d'université français spécialiste du Moyen-Orient et arabisant, qui est venu etc. ici l'année dernière. Voilà. Il dit c'est sûr que c'est une aspiration qui est importante et qu'on ne pourra pas faire l'impasse à un moment donné de les laisser essayer d'atteindre cette envie qui est forte chez beaucoup de Syriens, de à la fois faire vivre ce qu'ils estiment être leur tradition, à savoir une culture musulmane, et cette envie de démocratie, et de les mettre ensemble quelque part, comme il me rétorquait à l'époque en Syrie quand j'essayais de quand même à l'époque j'étais pas trop d'accord avec ce qu'ils me disaient, depuis j'ai quand même un peu pris en compte leur avis, mais il me disait vous en Europe la démocratie chrétienne c'était quelque chose de très important dans beaucoup de pays européens dans le développement démocratique. Moi j'ai un pays, la Belgique, où c'est très très clair. Le Parti catholique d'abord, puis qui a changé de nom plusieurs fois, le Parti social chrétien ensuite, c'est un des piliers de notre démocratie, de la construction de notre démocratie nationale. En Allemagne, le CDU, c'est la même chose. Aux Pays-Bas, c'est la même chose. Et donc, ils disent, en fait, on ne peut pas forcer la laïcisation, il faut y aller progressivement, quoi. Et c'est vrai que peut-être parfois, on a tendance à vouloir forcer la laïcisation en soutenant là-dessus des régimes autocratiques extrêmement violents parce qu'ils sont sur cette ligne-là, cette ligne qui nous semble laïque, mais qu'en fait, loin de favoriser la laïcisation des sociétés, au contraire, ça provoque un retour de balancier très fort, ou alors on a une envie des populations qui, parfois, de revenir à un islam très conservateur et très radical. Et que donc ces dictatures laïques arabes, il faut un peu constater maintenant leur échec quand même en la matière. Elles ont plutôt radicalisé une certaine frange de la population plus qu'autre chose. Donc voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si le régime d'Ahmed al-Shara va être à la hauteur des attentes. Mais en tout cas, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix que d'accepter là maintenant la route que la Syrie prend, et d'essayer de voir éventuellement comment est-ce qu'on peut, nous,
plutôt la pousser dans un sens ou dans un autre et éviter qu'elle ne prenne les chemins qu'on ne voudrait pas qu'elle prenne. Merci. Alors, y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. Non, mais je ne sais pas comment exactement il justifie 5 ans. Moi, je vous dis, ça me paraît beaucoup, effectivement. Bon, après, ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, le pays, il est en ruine, avec plus de la moitié des Syriens qui sont déplacés. À mon avis, il n'y a pas de registre de qui en Syrie, qui n'y est pas. Et puis, de toute façon, ça change tout le temps, vu qu'il y en a qui reviennent. Donc, je peux quand même entendre et être d'accord avec le fait qu'organiser des élections, ça va prendre un certain temps. Maintenant, clairement, 5 ans, ça me paraît excessif. Et vu que c'est excessif, ben, c'est porteur de crainte sur sa volonté réelle de passer à des élections libres. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la Turquie d'une part et de l'influence qu'elle a eue ou qu'elle compte avoir sur les événements futurs en Syrie, et d'autre part de l'Arabie saoudite qui a reconnu avec d'autres pays arabes le gouvernement Assad peu avant sa chute, et quelle est son attitude notamment et quelle pourrait être son attitude pour l'avenir, notamment par rapport à la reconstruction de la Syrie, puisque c'est un pays qui a des capitaux assez importants, pourrait utiliser notamment à cet effet. Alors, la Turquie, ils avaient une force d'influence assez forte sur l'opposition syrienne, parce que c'était quelque part, avec le temps, c'est devenu le pays qui était leur garant, quelque part. Hein. Donc, quand justement il y a eu cette offensive à Idlib en 2019-2020, ça s'est arrêté sur un accord de cessez-le-feu qui a été signé en fait entre la Russie et la Turquie. Donc, les acteurs syriens étaient à l'époque complètement marginalisés. C'était pas le régime, ou c'était pas HTS qui était à la négociation, c'était la Turquie pour représenter l'opposition et la Russie pour représenter les régimes syriens. Donc, elle avait un rôle quand même important de parrain, quelque part. Maintenant, ce rôle-là, il était quand même d'une intensité différente suivant les régions et les groupes. Et en fait, la région d'Idlib était une région qui n'était pas sous contrôle direct des Turcs. Ils jouissaient d'une relative autonomie stratégique vis-à-vis des Turcs, mais ils étaient quand même un petit peu liés vu que leur approvisionnement passait par la frontière turque, ce qui donnait à la Turquie un levier évident vis-à-vis de HTS, HTC, et qui donc fait que les deux parties devaient quand même se tenir au courant de différentes choses, s'influencer mutuellement, et de la part de la plupart des observateurs, il est quasiment certain que la Turquie, par exemple, avait été prévenue de la part d'HTC de leur offensive de décembre, là maintenant. En tant que parrain, c'est normal, on prévient. Maintenant, clairement, la Turquie n'était pas, pour moi, la personne qui a téléguidé. C'est-à-dire qu'ils sont partenaires, ils échangent des choses ensemble, etc. Mais c'est pas Erdogan qui a planifié l'offensive ici et la prise du pouvoir sur Damas. C'est clairement une initiative qui est majoritairement syrienne et basée en Syrie. Maintenant, c'est sûr que Erdogan, il est dans quand même une situation de force, vu que c'est lui qui a le meilleur accès au nouveau pouvoir à Damas, vu que c'était le pays qui en était le plus proche initialement. Donc il est quelque part en pôle position vis-à-vis de ça. Et que ça va être un parrain qui va, à mon avis, parfois être un peu gênant pour le nouveau pouvoir à Damas. Et que donc, je crois que des frictions vont arriver bientôt. Et le problème, c'est que la Turquie a encore pas mal de leviers pour imposer ses visions, vu qu'elle a une série de groupes armés qui restent sous une autorité plus ou moins directe. Et donc, vous avez notamment le groupe que j'ai cité tout à l'heure qui avait commis des violences contre les Alaouites. C'est un groupe à Jarkia qui est sous l'autorité turque. Donc ça pose vraiment question le rôle que la Turquie va encore pouvoir jouer dans le futur. Mais là, maintenant, pour le moment, la Turquie se fait plutôt discret. Pourquoi ? Parce qu'ils donnent vraiment leur chance aux négociations entre le pouvoir syrien et les Kurdes de Syrie. Parce que si ces négociations aboutissent vraiment, c'est le meilleur moyen pour la Turquie de ne plus avoir cette autonomie kurde à sa frontière qui est la raison numéro 1 de l'engagement de la Turquie en Syrie. C'est ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas d'une région autonome kurde à sa frontière. Et donc si Damas reprend le pouvoir tout le pays, c'est alors l'objectif premier des Turcs qui serait rempli. Et donc c'est ça, à mon avis, ce sur quoi ils mettent leur espoir et leur énergie là maintenant. C'est pour la Turquie. Alors concernant l'Arabie Saoudite et plus généralement les pays du Golfe, alors c'est sûr qu'au départ c'était des pays qui s'étaient plutôt détournés de Bachar el-Assad en 2012 après un an de répression et de violence envers la population syrienne.
mais qui ces dernières années était revenu plutôt vis-à-vis de Damas avec une envie de collaborer, notamment parce qu'ils ont cru, mais probablement de manière totalement erronée, qu'en fait si ils réintégraient Assad, notamment dans la Ligue arabe, etc., ils allaient pouvoir obtenir de lui qu'il mette un terme au trafic de Captagon. Parce qu'ils voulaient justement que cette drogue arrête d'envahir le marché saoudien et autres. Mais sauf qu'en fait, ce qu'ils n'avaient pas capté, c'est que le pouvoir syrien, son économie reposait maintenant largement dessus. Et donc en fait, il y a eu beaucoup de promesses de la part d'Assad, mais qui n'ont clairement pas été remplies. Le trafic de Captagon a continué comme tel. Et donc ils se sont fait un petit peu avoir, on ne va pas se mentir, là, les pays du Golfe. Et donc je crois maintenant, eux, ils sont plutôt contents qu'il y ait un nouveau pouvoir à Damas, qui en plus a l'air de plutôt se présenter comme voulant mettre totalement fin à ce trafic-là. Donc voilà, clairement, ils ont tout intérêt à le soutenir. C'est plutôt ce qu'ils ont l'air de faire pour le moment. En tout cas, pour le moment, ça reste symbolique, mais ils ont en tout cas déroulé le tapis rouge pour une visite d'État, etc. Donc je pense que l'Arabie Saoudite veut se positionner comme allié et soutien du nouveau régime syrien, mais ce qui devrait quand même un petit peu nous inquiéter. Donc à la fois, ce qui est bien là-dedans, c'est que ce sont des pays, donc on pense aussi aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, etc. Ce sont des pays qui ont des moyens et que donc ces moyens peuvent être utiles à la Syrie, évidemment. Vu que l'Union européenne ne va pas trop amener de millions d'euros, ça peut être des millions de dollars qui viennent du Golfe, pourquoi pas. Si ce n'est que souvent l'argent, il vient avec de l'influence, quoi. Est-ce que c'est vraiment ces pays-là dont on veut qu'ils aient le maximum d'influence sur le nouveau pays qui est en train de se créer? Pas sûr, en termes de valeurs, en termes d'islam grigoriste justement, en termes de positionnement politique, ça pose évidemment beaucoup de questions, et c'est aussi voilà, quelque chose qu'il faudra continuer à avoir à l'œil. Si l'Europe désinvestit de cette région et ne veut plus avoir d'influence sur cette région, à qui est-ce qu'on laisse la place et pour quelles conséquences? Merci. Oui, monsieur. Oui, merci. Vous parliez des initiatives populaires et j'imagine que celles-ci se produisaient essentiellement dans les grandes villes, probablement. Je voulais savoir également si les mêmes effets se faisaient ressentir dans le milieu urbain, dans le milieu rural. Hein, il y a ça. Et puis je voulais savoir si vous avez des nouvelles de Bachar el-Assad, par hasard. Alors c'est intéressant votre première question, parce que justement j'ai été parler sur la Syrie là, il y a 2 semaines dans une conférence un peu comme celle-ci, mais où j'étais avec 2 Syriens qui revenaient de Syrie et on leur a posé la même question. Et en fait, ils ne savaient pas répondre. Et là-dessus, je ne saurais pas beaucoup plus de répondre, parce qu'effectivement, en fait, les contacts syriens avec qui j'ai beaucoup parlé de leur retour en Syrie, ceux avec qui je suis en contact sur place, etc., c'est toujours des gens des villes. Et donc, je mesure mal finalement l'impact que tous ces changements ont maintenant dans les zones plus rurales. Je serais bien en peine d'en parler, donc ça, je ne saurais pas dire. Et par contre, ce dont je peux déjà un peu plus parler, c'est qu'il y a déjà une différence assez forte, évidemment, entre une ville comme Damas, qui est une ville dont les faubourgs ont largement été détruits, j'en ai touché un mot, mais où le centre-ville, lui, est resté quand même très peu touché, finalement, par les bombardements, et encore largement intact, où il y a une population beaucoup plus éduquée, cultivée, plus cosmopolite, etc. Et donc là, il y a clairement beaucoup plus de choses qui s'y passent, comparé à des villes comme Homs, par exemple, où là, les fractures ethniques et religieuses sont beaucoup plus fortes. Donc Homs, c'est une ville où il y a une minorité alaouite, une minorité chrétienne et des sunnites, évidemment. Et alors là, il y a beaucoup plus de difficultés justement à la coexistence des échos que j'en ai, une ambiance qui est beaucoup plus lourde, et notamment aussi parce que énormément de la ville a été détruite. Donc on aura envie parfois de dire « Ah oui, c'est le printemps de Damas de nouveau, il y a une vie politique et culturelle », mais en fait, il faut bien se dire que c'est aussi très lugubre dans beaucoup de régions de Syrie, là, maintenant. C'est des villes qui ont été vidées d'une bonne partie de leur population, où une bonne partie des bâtiments sont détruits, où les gens peinent à se nourrir, où les enfants sont obligés de faire la manche parce que les familles ne savent pas les nourrir, et donc c'est ça aussi, quand même, il faut bien s'en rendre compte, le quotidien de la majorité des Syriens, là, maintenant.
Alors pour Bachar el-Assad, donc lui, il s'est exilé en Russie. Depuis, on n'a pas trop de nouvelles. Ils avaient un appartement là-bas parce que leur fils y étudiait et quand ils allaient le visiter, c'est là-bas qu'ils séjournaient. Et en fait, la famille était déjà en visite au fils quand tout ça s'est passé. Pas Bachar, mais je crois que sa famille était déjà, etc. Donc depuis, ils vivent là-bas, dans une tour. Et je dis tour un peu avec le sourire parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a beaucoup de personnes qui, quand elles deviennent un peu gênantes en Russie, tombent mystérieusement du balcon et par accident. Et que donc j'ai vu des Syriens qui mettaient des photos de cette tour en disant il ne faudrait pas qu'ils tombent du balcon trop vite. Et c'est sûr que la Russie, je ne crois pas spécialement qu'ils ont une allégeance particulière à Bachar el-Assad et que je crois que si à un moment donné, celui-ci devait être un obstacle pour obtenir un nouvel accord avec le nouveau régime syrien ou quoi, je crois qu'il pourrait très bien faire l'objet de ce genre de choses. Par ailleurs, ce que le régime à Damas demande, donc c'est son extradition pour qu'il soit jugé en Syrie, c'est aussi peut-être un truc que les Russes feront, je ne pense pas, mais on peut l'imaginer. En tout cas, voilà, à ce stade-ci, il se fait discret. Vous aviez peut-être vu qu'à l'époque, quand même, là, je crois, une semaine ou deux après les faits, il avait quand même fait une lettre où il publiait sa version de ce qui s'était passé. Mais un truc complètement déconnecté du sol, où il appelait... il disait, oui, je suis parti provisoirement, mais je reviens bientôt. Enfin, il croyait qu'il avait encore une capacité de nuisance. À ce stade-ci, c'est sûr que très vite, on a bien vu qu'il n'avait plus la capacité vraiment de pouvoir prétendre à ça. Maintenant, il ne faut jamais dire jamais. Vous savez, en Libye, ils ont mis leur dictateur dehors et ils l'ont assassiné dans les rues, etc. Et à ce moment-là, les taux de soutien à Kadhafi étaient dans les sondages proches de zéro. Après, 15 ans plus tard, ils ont, aux élections, quand même donné plébiscité le fils de Kadhafi. Donc on voit qu'il y a si la situation est difficile en Syrie, très vite vous avez une nostalgie de passé, parfois à moitié fantasmé, qui peuvent revenir. Donc on ne peut jamais dire jamais, et on ne sait pas de quoi le futur est fait. Et donc ce n'est pas impossible que dans le futur de la Syrie, il soit appelé à refaire surface. Qu'en est-il des populations chrétiennes, de la minorité chrétienne? Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de monastères en Syrie. Dans quel état sont-ils? Est-ce qu'il y a encore des religieux catholiques? Alors oui, il y a toujours bien une minorité chrétienne en Syrie, qui est quand même une minorité qui était quand même substantielle. Hein. Donc, les chiffres officiels du régime syrien disaient qu'il y avait 10% de chrétiens. On pense quand même que c'était un petit peu surévalué parce qu'il avait intérêt à ne pas trop grossir le poids de la majorité arabe sunnite. Mais bon, quand même, c'est quand même relativement important. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une minorité qui subit un exode qui a commencé avant 2011, donc avant le conflit syrien. Et qui a continué pendant tout le conflit syrien, pas toujours à cause de la guerre, parce que souvent, justement, les quartiers chrétiens, vu qu'ils étaient... le régime a un peu coopté toutes les minorités en se présentant comme le défenseur de minorités, et donc il n'a jamais trop bombardé ou détruit les quartiers chrétiens, donc ils étaient moins, quelque part, sujets à la destruction de leurs maisons, etc. Donc c'est pas ça qui faisait principalement partir les chrétiens de Syrie, mais par contre, depuis très longtemps, les chrétiens de Syrie ont du mal à se projeter dans le futur de ce pays, où ils sentent qu'il y a une majorité musulmane qui ne leur veut pas toujours du bien, ou en tout cas c'est comme ça qu'ils le ressentent, et qui donc ont continué à partir de Syrie, aidés en cela par la politique de nombreux États. Il y a beaucoup de pays occidentaux, on peut citer le Canada, mais aussi la Belgique, aussi les Pays-Bas, aussi l'Italie, qui dans leur visa humanitaire pour les Syriens ont largement privilégié les chrétiens syriens. En Belgique, les visas humanitaires accordés hors du territoire ont été à 100%, jusqu'en 2017, ont été à 100% donnés à des chrétiens syriens, donc pas aux autres religions. Et donc en fait, ce qui fait que ça a rendu beaucoup plus facile pour les chrétiens de Syrie de s'expatrier. Et donc clairement, il y a un exode marqué. Donc là, moi mon lien avec la Syrie au départ est lié à des communautés chrétiennes en Syrie. Et donc là, oui, les échos que j'ai, c'est qu'il y a un petit peu ce sentiment, mais qui est global en Syrie, un manière globale, mais de vivre dans des régions qui sont un peu dépeuplées, quoi.
ou dans un quartier syrien, vous avez un tel qui est toujours là, telle maison où avant on connaissait la famille, c'était là, ils sont partis en Europe, et puis telle autre maison, ils sont partis aux USA. Enfin voilà, ils sentent qu'il y a un truc, oui, il y a quelque chose qui a changé. Alors, et c'est une minorité qui va peut-être, effectivement, on parlait des retours en Syrie, c'est peut-être pas eux qui vont revenir, quoi, hein. C'est plutôt eux qui vont pas revenir. C'est pas un truc qui est propre aux minorités chrétiennes. Quelque part, elles vivent avec retardement ce que les minorités juives de la région ont déjà subi, ou ce qui s'est réalisé en tout cas, c'est que vous aviez tous ces pays qui avaient des minorités juives parfois très importantes et qui maintenant ont complètement disparu. Alors, on n'en est pas du tout là avec les minorités chrétiennes, mais enfin, il y a quand même une tendance à ce que leur poids dans la population globale soit en diminution. Alors, sur la situation depuis décembre, c'est sûr que la chute du régime syrien, c'était moins fort chez les chrétiens que chez les alaouites, mais il y avait quand même cette peur qui existait chez eux, que s'il y avait chute du régime, il y avait un danger qui pouvait se présenter pour eux, pour leur vie, quoi. Et ce qui était très intéressant, c'est de constater quand même que dans les semaines qui ont suivi, il y a beaucoup de leaders religieux chrétiens qui ont pris la parole pour plutôt se réjouir du fait que ils constataient qu'ils n'étaient pas la cible de représailles, de violences, et que non seulement ils n'étaient pas la cible de représailles, mais que même eux se rendaient compte de la chape en béton qui venait de disparaître de leurs épaules en termes de prise de parole publique. Vous avez notamment l'archevêque de Homs, le père Jacques Mourad, que je connais bien parce que je l'ai fréquenté en Syrie, qui était avant supérieur du monastère de Karyatayn dans le désert syrien, monastère qui a été détruit par Daesh. Lui-même a été prisonnier de Daesh pendant plusieurs mois. Et qui ensuite a été libéré, est devenu archevêque catholique de Homs, qui donc pendant toute cette période-là avait une liberté de parole très limitée, et parce qu'il ne pouvait pas critiquer les régimes syriens, etc. Et qui maintenant, après la chute du régime, vu qu'il parle très bien français, il a livré beaucoup d'interviews dans les médias francophones, vous pouvez facilement les retrouver, où il dit son espoir, sa libération, sur cette espèce de poids qui s'est enlevé. Et c'est vrai que moi-même, j'étais surpris de voir son enthousiasme. Pourtant, je le connais assez bien, Jacques, parce que même si je savais que c'était quand même un discours instrumentalisé par le régime, j'avais quand même ce sentiment que beaucoup de chrétiens soutenaient le régime Assad, et de voir qu'en fait, finalement, moins que ce qu'on pensait, c'était aussi beaucoup un soutien quelque part forcé, mais que dès lors que la coercition disparaît, ce soutien, en fait, il n'est pas là. Et beaucoup de dignitaires chrétiens, maintenant, n'ont pas de problème à vous dire que vraiment le régime Assad, ça n'allait pas du tout. Maintenant, les massacres qui ont eu la semaine dernière dans les communautés alaouites ont clairement fait renaître des craintes aussi auprès des chrétiens, en disant finalement, si cette minorité-là peut subir des violences, est-ce que ça pourrait pas être nous derrière? Et donc là, de nouveau, depuis une semaine ou deux, je sens bien que la peur a de nouveau regrandi. J'ai pas mal de contacts syriens chrétiens. Donc voilà. Je ne crois pas que pour le moment, ces communautés-là sont confrontées à un exode particulier depuis 2-3 mois. Mais c'est sûr que pour le moment, il y a un petit peu un wait and see. Mais si demain, la situation devenait plus tendue ou plus difficile pour ces minorités chrétiennes, je pense qu'alors on assisterait probablement peut-être à un départ un peu plus important de ces minorités-là. Ce qui serait dommage, parce que c'est ça aussi la richesse d'un pays comme la Syrie, et on le voit sur cette carte-là, c'est cette diversité qui fait qu'à Damas, à Alep, vous pouvez vous balader et en fait d'une rue à l'autre, parfois changer complètement d'ambiance, de quartier. Voilà. Merci. Y a-t-il une dernière question? Oui, moi j'en avais une. Je ne sais pas, parce que je m'en souviens pas, mais est-ce que la France a émis une prise de parole et une prise de position, et ça a commencé à s'engager sur la réparation du pays ou quelque chose comme ça, dans le sens où elle avait reçu mandat de la Syrie, de l'ONU après la guerre, quoi. Donc je pense qu'il y a un lien entre quand même la France et la Syrie, et je me suis demandé si finalement qu'il y avait une prise de parole, un engagement, un rôle un peu pilote peut-être vis-à-vis de ce pays-là, quoi. En fait, le protectorat français en Syrie a quand même été relativement court au regard de l'histoire, hein. C'est une grosse vingtaine d'années. Et
là-dessus, mon sentiment, c'est que la profondeur des liens est sans rapport avec d'autres anciens protectorats français. On pourrait penser au Maroc ou quoi, où les liens ont été quand même beaucoup plus profonds. Donc, je trouve j'entends pas tellement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est mis en avant. Pour autant, la France a repris contact avec Damas, mais pas tellement plus que d'autres pays européens. Donc ils ont réenvoyé un délégué. Alors c'est pas déjà un ambassadeur, on ne réouvre pas officiellement l'ambassade, mais enfin il y a un délégué qui représente plus ou moins la France, qui maintenant est en poste à Damas, qui a réinvesti l'ambassade de France à Damas et le drapeau y a été réhissé. Donc c'est quand même une évolution importante, vu qu'il n'y avait plus de présence française officielle en Syrie. Je dis officielle parce qu'en fait il y avait le lycée français de Damas a continué à se maintenir au-delà du retrait de la France. Il y a une partie des personnes qui en assuraient le suivi, qui ont un petit peu choisi de tenir avec le régime syrien et de continuer à faire tourner le lycée français de Damas. Mais donc voilà, et j'ai pas l'impression qu'il y a eu une diplomatie très active de la France sur la Syrie, non. En tout cas, pas plus importante que d'autres pays européens. C'est pas mon sentiment. Mais effectivement, il y aurait probablement quelque chose à faire. Eh bien, merci. On va vous remercier une nouvelle fois.